il était important pour moi de parler de l'Exorciste 3, qui est la suite officielle, à mon sens, de l'Exorciste 1. C'est là qu'on voit un peu ce que deviennent nos personnages, ce que, pas tous, bien entendu, mais c'est une suite évidente, cohérente. Alors que l'Exorciste 2 officiel n'est qu'une tentative, en fait, de faire des sous à partir du succès de l'Exorciste 1. Donc on essaie de ramener Regan là-dedans à tout prix, alors que c'est bon, Regan il est dépossédé, c'est fini, c'est terminé l'aventure en fait. Mais non, on essaie de ramener Regan, car c'est Regan quoi, c'est le personnage le plus célèbre après Chris MacNeil. Chris MacNeil d'ailleurs a refusé de participer à ce film. Regan s'est fait piéger. Regan ne voulait pas participer au film au départ. Enfin si, elle voulait participer au film quand elle a lu le script au départ, mais le film a été tellement retouché que quand elle a vu le script final, alors que c'était déjà engagé, je crois, ça ne l'intéressait plus, mais c'était trop tard. Donc voilà, donc on a aucun des personnages de l'histoire de départ, on n'a aucun lien vraiment, on a quelque chose de très fade, de très voilà, je ne vais pas perdre du temps sur l'Exorciste 2. On va passer directement au 3. Donc dans le 3, on va retrouver principalement le père Dyer, donc Dyer là, qui était l'ami de Karras. On va retrouver le lieutenant Kinderman, le policier, et on va avoir un petit clin d'œil de Karras. Alors un peu tiré par les cils, mais clin d'œil quand même. Alors, le film ouvre sur Dyer qui nous ramène sur les marches de l'escalier où Karras est mort. En fait, là où il a trouvé la mort, là où il a dégringolé à sa mort. Ça fait un petit rappel, un petit callback. Dyer a vieilli, Dyer est assez vieux, assez fatigué, mais on sent que voilà, il y a toujours cette peine, cette douleur sur ces marches où il a vu son ami mourir en héros. Et ça fait un bon clin d'œil aussi d'ailleurs pour les spectateurs, surtout pour les fans de la série qui reconnaissent aussitôt, là, ok, on reprend à partir de là en fait, on reprend dans les souvenirs directement, c'est un clin d'œil sympathique. Et c'est pas plus mal de commencer d'ailleurs par ce clin d'œil-là, parce que je remarque aussi que l'amitié est un axe privilégié dans ce film. C'est l'amitié, l'amour, donc ici en passant par l'amitié, qui résiste face au mal, face aux démons, face à l'invasion des perversités. On a l'amitié. D'ailleurs, l'amitié est un peu forcée parce que justement, on présente même Kinderman comme étant un ami de Karras de longue date. Donc, Kinderman a carrément une photo de Karras sur son bureau, bras dessous, ils n'ont jamais été aussi proches. Kinderman l'a fréquenté dans les derniers jours de Karras, il a respecté l'homme, Karras a été aussi amené à respecter Kinderman, mais ça s'est arrêté là en fait. Donc effectivement, une bonne amitié aurait pu naître de cela, mais ce n'était pas le cas, ça n'est pas arrivé en fait. Donc voilà, là le film force un peu trop la corde, un peu trop. Toujours est-il, donc le film commence dans les rues de la ville. On entend une voix off qui, on ne voit pas trop à qui l'attribuer, qui parle de j'ai des rêves, d'une rose, et de tomber le long d'un escalier. Donc, des rêves un peu que deux personnes seulement peuvent avoir, en fait. Soit Karras, soit Burke Dennings. C'est les seuls à être tombés dans un escalier, etc. À avoir dévalé un escalier à leur mort. Alors, évidemment, ça ne peut être que Karras, parce que Dennings était normalement mort avant même d'avoir été défenestré, vu qu'on lui a brisé le cou. Donc, ça ne peut être que Karras. Donc, mais que vient faire Karras dans ce film? Karras, normalement, a trouvé la mort, la paix la paix, en fait. Il est mort et enterré. Mais on verra plus tard. Donc, toujours est-il qu'on entend cette voix. Alors, c'est la nuit, on sent quelque chose qui arrive, quelque chose qui grogne. Donc, on se rappelle que Pazuzu arrivait toujours un peu sur des grognements de chiens, un peu comme ça. Donc, on sent quelque chose qui grogne, quelque chose de maléfique qui rôde dans la ville. On sent quelque chose de funeste. Et ce quelque chose va débouler dans une église. Et là, la scène va tout de suite perdre tout son sérieux parce que déjà, l'église s'ouvre en grande pompe. On a du vent qui souffle, des feuilles mortes qui arrivent dans tous les sens, je crois. Et on a une statue de Jésus qui ouvre les yeux, qui vient à la vie. Comme si elle était effrayée et effarée par ce qui est en train de se passer. Donc, comme si elle était... Donc voilà, on a littéralement une statue de Jésus qui ouvre les yeux. Alors déjà, je vois très mal Jésus s'effrayer face au mal, quand même. L'idée, quand même, c'est que le gars garde... L'idée derrière cet homme, quand même, que justement, face au mal, face au démon, voilà, un grand sang-froid. Je le verrais plutôt comme ça, mais bon. Et en plus, à quel moment une statue viendrait à la vie, comme ça, sous l'effet du démon en question? Et là, tout de suite, on a peur. On a peur que le film parte dans une surenchère d'effets, en se disant, on va essayer de topper le 1. On va essayer de le topper, quoi, de le dépasser. C'est-à-dire que dans le 1, effectivement, il y a eu des profanations dans l'église. Ça se limitait à sculpter des seins et des bites à Jésus et à Marie. Ça se limitait à ça. Donc là, ils se sont dit, on va faire plus fort, on va faire entrer le diable dans l'église, et là, c'est tellement affreux que la statue de Jésus prend vie, et que, non. Je vois vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire par là. Mais le 1 avait déjà le défaut de vouloir faire peur très vite, trop vite. Alors je crois que le 2 n'hésite pas, le 2 commence vraiment en fanfare. Donc voilà, on ouvre littéralement là-dessus.
Alors, après le miracle du crucifix ressuscité, on a une ombre qui s'enfuit dans la nuit. Donc, il part en courant, voilà. Donc, on n'en sait pas plus. Enfin, si, on a compris que le diable est de retour. Ça, on l'a compris. Et c'est là qu'on rejoint notre vieil ami, le lieutenant Kinderman, donc qui est sur le lieu d'un crime où un garçon de 12 ans a été assassiné. Alors, la scène est très sobre, on comprend juste qu'il y a déjà eu un meurtre. Et ça, c'est pas mal. Dans le livre, on explique très rapidement de quoi il s'agit. Ça, c'est gardé pour plus tard dans le film. On sent que Kinderman est très touché, très peiné par ce qui vient de se passer, mais il n'en parle pas plus. Il se retient. Il retient un peu cette douleur. D'ailleurs, ça va être le rôle de Kinderman pendant tout le film. Et il y a un moment, il va craquer. Mais il garde tout en lui. On dirait presque un destin parallèle de Karras. Finalement, dans ce film, Kinderman est Karras. Kinderman garde la peine et la douleur en lui. Il porte toute la misère du monde sur ses épaules. Son boulot de flic, on sent que ce travail commence à vraiment lui coûter beaucoup. Et on sent qu'il n'est plus si indifférent que ça, peut-être à des crimes, même des petits larcins. En fait, il ne comprend plus ce que ce monde devient. Et il n'arrête pas dans le livre, justement, de parler de ça. Kinderman est en pleine crise existentielle, mais contrairement à Karras, donc c'est vraiment ça, hein, Kinderman est vraiment le Karras de ce film. C'est vraiment le prêtre en doute. Sauf que contrairement à Karras qui se laisse ronger par ce doute, Kinderman, lui, se réfugie dans la philosophie. Donc on le rate un peu dans ce film, mais dans le livre, donc c'était Columbo, Kinderman. Je rappelle que Kinderman, c'était Columbo dans le premier film. C'est-à-dire qu'en fait, il n'allait jamais droit au but. Kinderman a besoin de parler de tout et de rien avant d'en arriver à la petite question qui va déranger, à la petite question qui va lui donner, qui va lui faire entreapercevoir la vérité. Donc il va parler de sa femme, de sa fille, c'est Columbo, littéralement le lieutenant Columbo. Alors ici, cette fois-ci, il ne parle pas de sa femme, de sa fille, il parle en fait de religion, il parle de qu'est-ce que l'humain, il parle de la Bible, il parle de la condition humaine en général. Il parle des mœurs aussi, beaucoup des mœurs, parce qu'il est très touché par ce qui se passe, mais il remarque qu'aucun de ses lieutenants n'est aussi atteint que lui. Donc ils sont déjà un peu plus jeunes, et donc eux, en fait, ils vont sur une scène de crime, ils regardent ce qui se passe, machin, et puis après ils se barrent, ils rentrent chez eux, ils parlent d'autre chose. Et lui, voilà, ça le met à rude épreuve. Alors il a un de ses collègues, Atkins, qui lui est très proche, qui travaille avec lui, avec qui il s'entretient souvent. Il va souvent dérailler pendant longtemps, parler de tout et de rien, mais encore une fois, très orienté philosophie, existentialisme, etc., avant de revenir sur l'affaire et d'avoir eu une idée, en fait. Donc voilà, cette fois-ci, ce qu'ils en ont fait. Et j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait là. C'est vraiment pas mal. Et de nous avoir offert un autre, pas de nous redonner un énième Karras, mais un Karras à sa façon. Kinderman vit sa crise aussi, et il la vit à sa façon. Donc on retrouve le père Daya qui est en train de faire un sermon, et à la fin du sermon, il s'entretient avec un petit garçon, un jeune garçon qui est là, qui commence à lui poser, alors il discute un peu tout à l'heure, puis il commence à lui poser des questions justement sur le père Karras, ce n'est pas l'anniversaire de sa mort, machin. Voilà, on commence déjà à nous faire des clins d'œil par rapport à ça. Bon, bien sûr, Daya ne veut pas en parler, bien entendu, donc il envoie chier le gamin. Ensuite, on va le retrouver au réfectoire avec encore une fois un supérieur, donc on établit encore une fois cette hiérarchie qui a eu du sens dans le 1, vu que Karras devait travailler de pair avec ses seniors, et ne pouvait pas prendre de décision tout seul. Donc là, on établit à nouveau cette hiérarchie. Et elle va s'avérer utile d'ailleurs, parce qu'effectivement, d'autres prêtres vont être amenés à intervenir dans ce qui va se passer dans la suite du film. Donc on comprend que Dayar n'a pas changé. Donc je rappelle que Dayar était quand même très taquin, c'était un esprit assez vif, très rentre-dedans un peu. Donc là, on voit qu'il s'entretient avec son supérieur hiérarchique qui lui demande « Mais qu'est-ce que t'as été dire à Tom Laoji, je crois, la responsabilité. Non mais je te rappelle quand même que c'est notre plus grand bénéfacteur, quoi. C'est le plus grand donateur de l'église. Ah ouais, alors? Il paraît que tu lui aurais dit tu l'aurais insulté. Ah non, je l'ai pas insulté. Tout ce que j'ai dit, c'est que Dieu l'aime, le prêtre l'aime, l'église l'aime, mais tous les autres hommes pensent que c'est un gros connard, quoi, en fait. Un truc comme ça, je sais plus. Toujours un peu rentre dedans. Donc on comprend que voilà, le personnage n'a pas trop changé. Et c'est très drôle parce que Dayar va dire que justement ce jour-là, qu'il est occupé parce qu'il doit aller voir Kinderman pour lui remonter le moral, car Kinderman est toujours dépressif en cette période de l'année. Surtout ce jour-là. Donc on a compris que c'est l'anniversaire de la mort de Karras, bien sûr. Et Kinderman dit la même chose aussi, d'ailleurs, de son côté. Il dit qu'il doit aller voir Dayar pour lui remonter le moral, parce que Dayar est toujours dépressif à ce moment de l'année. Et je me répète, mais vraiment, je trouve que leur amitié est très bien établie, est très bien posée. On sent des hommes vraiment qui se ménagent un peu, qui pensent l'un à l'autre, qui se veulent du bien. C'est bête à dire, mais c'est vraiment ça. Ils se veulent du bien. Ils arrêtent pas de se charrier, de se chambrer un peu, mais ils essaient de discuter sérieusement aussi en même temps. Mais derrière, on sent une grande affection l'un pour l'autre. C'est très bien montré dans le film, littéralement. Donc, on reprend avec l'enquête. Donc, l'enquête a un peu avancé. Ils ont un peu plus d'éléments. Kinderman écoute pendant que ses autres lieutenants débriefent un peu sur la situation. Alors, ils en débriefent de manière très peu sensible. Donc, il va leur parler d'ailleurs de Macbeth et de l'engourdissement du sens moral. Alors, Kinderman va commencer à insinuer
l'acte d'un tueur en série, qui est censé s'appeler donc The Gemini Killer, qui veut dire le tueur Gémeaux, c'est-à-dire qu'il est du signe des Gémeaux. Ça marche bien mieux en français, The Gemini Killer, mais on peut pas dire le tueur Gémeaux. Si, du coup, c'est ce qu'on va dire. Donc, il commence à parler du tueur Gémeaux, un tueur en série qui est mort quand même il y a 15 ans. Alors, il y a aussi 15 ans qu'Arras a trouvé la mort. Donc, ça aussi va avoir un peu son sens, plus tard dans le film, enfin, du sens. C'est vraiment tordu, mais on y arrive de toute façon. Donc, le crime qui vient de se passer, d'être commis, ressemble, lui fait penser au mode opératoire du tueur Gémeaux, du Gemini Killer, donc. Et on ne sait pas encore quels détails lui font penser ça, mais il va le développer plus tard. Donc, tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est que les Juliano, ils font, mais attendez, c'est n'importe quoi, il est mort depuis 15 ans, enfin, c'est pas. Et on retient 15 ans, mais attends, 15 ans aussi, c'était la mort de Karras. Donc, ça arrive. Donc, on a ensuite une scène de famille avec Kinderman, qui, avant d'aller rejoindre Dyer, va se retrouver un peu avec sa femme, sa fille, la mère de sa femme. Donc, ça établit un peu la famille, donc. Ce ne sont pas des personnages très importants dans le film. Ils le sont un peu à la fin. Il faut montrer quand même que Kinderman évolue dans un cercle familial et que donc, il a quelque chose à perdre. Il a un ami et une famille. Donc, ça nous pose un peu l'homme et ça nous dit effectivement que derrière tout ça, il a quelque chose à protéger. Mais la famille, littéralement, ne sert à rien. À la rigueur, la grand-mère est une comic relief, mais ça s'arrête là. Donc Kinderman va prendre Dyer, va l'amener au cinéma, en allumant bien sûr son gyrophare pour qu'on le laisse passer. Donc il arrive au cinéma, ils vont voir le film. Il y a une scène du livre qui a été enlevée du film, que pendant le film, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout du film. Alors le film, c'est La vie est belle. Ils vont voir La vie est belle. On se rappelle à la fin du 1 que justement Kinderman est un grand fan de ciné et que le père Dyer l'a suivi au cinéma. Bon, pendant la séance, en fait, il y a un homme qui s'installe à côté de Kinderman et qui lui met la main sur la jambe. Donc un peu comme une petite proposition, quoi. Kinderman pète un câble, il fait, mais c'est pas possible. Donc jusqu'au cinéma, on va m'emmerder en fait. Il lui met les menottes, il le sort, donc ils ne finissent même pas le film. Et ces petits éléments-là, il va y en avoir beaucoup dans le film en fait. Ça va appuyer l'impression de Kinderman comme quoi, mais ce monde part en couille, quoi. C'est pas possible. Je ne le comprends plus en fait. Je ne peux même pas aller au cinéma voir un film avec mon pote en fait. Il y a un pervers qui va venir me mettre sa main sur la cuisse. Donc ces éléments-là ont été un peu enlevés du film. Ça appauvrit cet univers dans lequel évolue Kinderman et devant lequel il est complètement désemparé. Et donc il s'est enfermé dans ses questions à lui. D'ailleurs, il va s'entretenir avec Dyer à ce sujet. Parce que Dyer sent qu'il est plus triste que d'habitude. Et très certainement, la mort du gamin n'y est pas pour rien. Et bien sûr, Dyer fait mouche, donc Kinderman finit par raconter. Et il se trouve que le gamin de 12 ans qui est mort, il le connaissait. C'était un jeune noir, muet, qui était dans l'équipe de foot de la police. Je ne me rappelle plus exactement, mais voilà, il était amené à voir les policiers de temps en temps. Donc voilà, il le connaissait, il était mignon comme tout. Il commence à raconter sa mise à mort. Alors, c'est assez violent. Donc celui qui a trouvé le corps, c'est le propriétaire d'un club de kayak, qui, en se rendant le matin pour ouvrir, a trouvé donc son club s'était fait vandaliser. Donc il a vu qu'il manquait une paire d'avirons. Et en cherchant un peu, il a trouvé le gamin crucifié sur la paire d'avirons. Donc il n'a pas été que crucifié. Déjà, on lui a percé les yeux avec des gros clous aussi. On lui a coupé la tête et on l'a remplacé avec une tête de Jésus, du coup qui a été repeinte en noir. Une tête de Jésus en mode blackface. Voilà. Et ça s'arrête pas là. C'est que il était vivant pendant qu'on lui a fait ça. Enfin, jusqu'au moment où on lui a coupé la tête, bien sûr. Mais il était vivant jusqu'à ce moment-là. On lui aurait injecté une sorte de drogue, dont le nom est trop compliqué pour que je la répète ici, qui paralyse le corps et qui, à forte dose, mène à la mort. Là, il avait juste la bonne dose pour rester paralysé, mais pas mourir tout de suite pour que l'assassin ait le temps, enfin le tueur ait le temps de faire tout son beau petit travail là. Donc l'attacher, lui enfoncer des trucs dans les yeux. Il lui enfonce. Alors je sais pas si le film en parle parce que le livre rentre beaucoup plus dans les détails. Il lui enfonce aussi des clous dans la tête en forme de couronne aussi, au môme. Donc voilà, tant qu'à faire. Alors il serait mort quand même avant qu'on lui coupe la tête, vu qu'il est mort d'une asphyxie lente. Alors on ne sait pas avec quoi l'assassin lui a coupé la tête, mais en tout cas clairement ce qu'il retrouve à côté, c'est une vieille dame. C'est une vieille dame en pyjama complètement paumée, ils ne savent pas d'où elle sort, elle est complètement catatonique, donc on ne sait pas ce qu'elle fait là. Mais le gamin a une poignée de cheveux dans la main, qu'il a dû arracher dans le combat, et on va se rendre compte que les cheveux appartiennent à la vieille mémé. Sauf qu'il est littéralement impossible qu'une vieille mémé ait la force de neutraliser un gamin, un jeune blague de 12 ans, le rattraper, l'attraper, lui faire tout ce qu'elle lui a fait. Même droguer, je veux dire. Ça demande beaucoup de force. Et là, on a une vieille dame toute décrépie. Donc, on ne se l'explique pas, on ne comprend pas. Ce qui va permettre de savoir d'où elle vient, cette vieille dame, c'est qu'elle a une broche à cheveux qui est assez particulière que Kinderman va reconnaître dans un autre endroit et c'est là qu'il fera le lien. Mais voilà la mise à mort du petit. Donc, autant dire qu'effectivement, Kinderman est très touché, il ne comprend pas et en plus, le petit aurait été, donc on lui aurait coupé l'index et marqué sur l'une des mains le signe des Gémeaux. Donc très clairement, le mode opératoire du tueur Gémeaux. Et là, donc Kinderman est désemparé, il ne comprend pas. Le tueur des Gémeaux est mort, qu'est-ce qui se passe? Alors très rapidement, un autre meurtre va avoir lieu.
Le film enchaîne très rapidement sur les morts, hein, ça va très vite. On va voir un prêtre qui va aussi se faire tuer. Donc la scène est assez drôle parce que le prêtre donc est en train de confesser des gens. Donc les gens font un peu la queue et attendent leur tour pour se faire confesser. Et là, il y a quelqu'un qui rentre, on entend une voix un peu vieille, un peu voilà, et qui lui dit mon père, j'ai une conscience très scrupuleuse, j'ai ce besoin, mon père, de confesser, quoi. Et le père lui fait bah oui, c'est bien, il faut se confesser. Et il lui fait ouais, mais il m'arrive tellement de choses parce que moi-même marcher sur l'herbe, ça me donne envie d'aller me confesser. Écraser une fourmi, je veux me confesser. Alors autant vous dire que quand j'ai tué une gamine là qui faisait de l'autostop et que je l'ai vidé de son sang, j'ai besoin de me confesser. Et là le prêtre commence à se dire mais qu'est-ce que what the donc je l'ai égorgé et puis il y avait ce sang, je l'ai regardé saigner et tout ce sang, il a trop saigné en fait. Faut vraiment que j'y travaille quoi. Faut que je règle cette question du sang. Le prêtre est absolument terrifié et là il se passe un truc très bizarre parce que l'autre se met à rire d'un rire diabolique très fort et le prêtre ouvre grand la bouche en mode ah mon Dieu et on comprend pas parce qu'il y a des témoins dehors, il y a des gens dehors, personne n'intervient. Donc ce qui va se passer c'est que celui qui va découvrir le corps, c'est donc les personnes qui attendaient, il y en a voilà, la personne qui va suivre va entrer. Et il faudra un moment avant qu'on se rende compte que le prêtre est mort parce que justement, avant de partir, le tueur, l'assassin a refermé le petit volet qui sépare donc le prêtre de celui qui se confesse. Et donc, on verra que le prêtre est mort quand on verra une flaque de sang dégoulinée du confessionnal. Et c'est une scène très bizarre parce qu'il y a une femme qui hurle, on a une infirmière qui est venue accompagner une petite vieille qui voulait se confesser, on a 2 enfants, 2 petits blonds qui font penser au village des damnés, qui sont là, qui fixent, qui n'ont pas peur. Et alors là, bien entendu, c'est le même mode opératoire. Le corps a été paralysé, on lui a coupé l'index, on lui a marqué sur la main gauche le signe des Gémeaux. Donc on va faire un relevé d'empreintes pour savoir. Donc effectivement, vu que l'assassin a refermé donc le petit volet coulissant, donc il a laissé ses empreintes, on relève ses empreintes en s'attendant à ce que ce soit la vieille. Bah, ce n'est pas elle. La vieille qu'on avait trouvée à côté du garçon de 12 ans. Bah, ce n'est pas elle, en fait. Là, c'est d'autres empreintes. Ce qui veut dire qu'il y a 2 tueurs Gémeaux. Et là, Kinderman est encore plus paumé. Parce que là, par contre, il y a un souci. Alors, le temps de cette enquête, on va apprendre que Dayar était très malade. Il serait surmené. Donc, Kinderman va se rendre à l'hôpital en lui ramenant un nounours. Il va s'inquiéter. Enfin, on va le voir demander la chambre. Il va courir pour arriver voir son ami. Et quand il va s'approcher de la chambre, il va s'arrêter, reprendre son souffle et rentrer comme si de rien n'était. Il rentre, il demande, mais qu'est-ce que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas l'inquiéter. Cette scène, s'il y a vraiment quelque chose qui est bien filmé dans ce film, c'est vraiment cette amitié. Il accourt dans la panique, mais il ne veut surtout pas lui montrer qu'il s'inquiète. Donc c'est pas juste cette effusion d'inquiétude. Oh, je m'inquiétais pour toi, comment ça va? Non. Il court parce qu'il est vraiment inquiet, et au moment de rentrer dans la pièce, il s'arrête, reprend son souffle, et rentre en lui disant, oh, ça va, comment tu vas? Et bien sûr, il ne lui parle pas du prêtre mort, car ce prêtre-là, Kinderman et Dayar le connaissaient. Donc, Kinderman ne veut pas lui faire de la peine, il ne lui en parle pas. Donc, ils vont discuter comme si de rien n'était. Et quand Kinderman va partir, il va apprendre, en fait, que Dayar était au courant. Dayar l'avait déjà lu. Avant que Kinderman arrive, Dayar avait lu que ce prêtre avait été tué. Et il n'a pas voulu en parler non plus à Kinderman, pour pas que Kinderman s'inquiète pour lui. Je trouve ça très beau. Dayar l'ayant rassuré, lui disant que je suis là que pour des tests, je pars bientôt. Ils ont une discussion très longue, très drôle, tout cela, mais bon. Kinderman va repartir. Et il se trouve qu'il va manquer d'apercevoir, en fait, qu'à côté de l'ascenseur, il y a un buste de Jésus avec une tête manquante. Et la dernière tête de Jésus qu'on a retrouvée, elle était à la place de la tête d'un petit garçon de 12 ans. Donc, on se dit que là, ça va dégénérer. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que dans le livre, alors ce n'est pas dit dans le film vu qu'ils ont éjecté la petite vieille qui a fait le premier meurtre, c'est à ce moment-là dans le livre, en fait, qu'il remarque dans la boutique de souvenirs de l'hôpital que c'est eux qui vendent ces fameuses barrettes roses qu'on a retrouvées sur la petite vieille. Donc c'est là qu'il comprend qu'elle vient de là. Donc c'est là qu'il va commencer à mener son enquête au sein de l'hôpital. Pas assez vite malheureusement. Parce que cette nuit-là, Kinderman va avoir un rêve où il va retrouver des gens. Il y a des anges qui jouent dans un orchestre, il y a des hommes, des sortes de dames errantes. Il va croiser le petit de 12 ans qui s'est fait tuer avec, donc sa tête a été recousue. Mais alors ils ont fait un très mauvais travail au paradis parce que vraiment c'est avec du gros fil qu'ils ont recousu tout ça. Donc il dit comment ça va Jimmy? Il s'appelle pas Jimmy le gamin, bon bref. Il dit comment ça va Jimmy? Tu vas bien? Ah putain tu me manques tellement, je suis vraiment désolé que tu sois mort, vraiment. Donc vraiment il est dans un rêve. Il avance un peu puis à un moment il tombe sur Dayar qui lui aussi a la tête recousue avec du gros fil et il joue aux cartes je crois avec un ange. Et Kinderman lui fait mais Dayar dites-moi on rêve ici ou pas? Et Dayar lui répond vous rêvez peut-être mais moi je ne rêve plus. Et effectivement, le lendemain, enfin dans cette nuit-là même, je crois, Kinderman reçoit un appel, se fait réveiller par un appel, on lui apprend que Dayar est mort. Et au début, il comprend pas, il panique, il accourt. Dayar s'est fait tuer et couper la tête cette nuit-là. Kinderman a une façon d'arriver dans cette scène, là où il sait que la dépouille de son ami l'attend. Il rentre, il fait exactement comme il a fait avec tous les autres corps, enfin comme il a fait avec le corps du prêtre, quand il se doute que c'est peut-être ce que je crois. Donc d'abord, il commence par inspecter les mains. Donc le corps de Dayar est recouvert d'un drap, donc on ne le voit pas. Kinderman arrive, va sur le côté, s'arrête 2 minutes, lève le drap, regarde la première main.
Donc, remarque que l'index n'est plus présent. Il repose, il fait le tour, il va de l'autre côté. On ne le montre pas tout ça, mais on sait que c'est ça qu'il voit. Il lève le drap sur l'autre main, qui est bien sûr le signe des Gémeaux. Il repose, il avance un peu, je crois qu'il essaie de voir la tête, et là il craque, il doit lever la tête au ciel un peu comme ça, vers le haut, pour pas que les larmes coulent. Il est pas bien, il s'avance, c'est très très bien joué. On ressent vraiment la douleur, enfin on ressent vraiment une perte, on sent que le personnage a perdu quelque chose d'inestimable là. Et il essaie de faire son travail, c'est la moindre des choses qu'il puisse faire, il va essayer de résoudre cela. Il n'est pas très bon, l'enquête est vraiment bizarre, mais en même temps vu ce qui va se passer, on peut comprendre que c'était très difficile en fait parce qu'il va encore se passer des conneries dans l'hôpital et on sait bien que donc l'assassin vient de là et là-dedans, mais ils font pas grand-chose. Ils placent 2 personnes qui surveillent l'hôpital, puis il y a un autre crime derrière. Bon bref, on reviendra là-dessus. Mais toujours est-il donc qu'il se dit que je dois résoudre cela. Donc il se ressaisit assez vite pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc déjà il remarque autour dans la chambre, il remarque des petits gobelets, plein de petits gobelets bien gentiment alignés, bien propres. Il dit qu'est-ce que c'est que ça? On lui dit c'est le sang. Quel sang? Il dit c'est le sang de Dayar. C'est le sang d'ailleurs. Enfin, ouais, on lui a vidé de tout son sang. Il n'y a pas une goutte de côté. Il n'y a même pas une goutte sur le rebord d'un des gobelets. Quelqu'un lui a vidé de manière méthodique son sang sans en foutre partout. Très propre. Ce qui fait que même quand on a coupé la tête, il n'y avait pas beaucoup de sang qui a giclé. Et donc pareil, il s'est fait droguer. Donc on lui a piqué, on lui a mis la même drogue pour pouvoir travailler sur lui toute la nuit. C'est une scène cauchemardesque quand on y pense. Se faire droguer et là être paralysé pendant que quelqu'un vous vide de votre sang, vous découpe, enfin bon. Donc c'est une triste fin pour Dayar, le seul qui avait échappé un peu à la malédiction de Pazuzu, qui avait réussi à avoir Mérine, qui avait réussi à avoir Karas, et à qui Regan avait échappé, ça y est, Dayar est tombé aussi. Et les enquêteurs d'Isaac Kinderman, le seul truc qu'on ne s'explique pas, c'est le message qu'il a mis au mur. Il demande quel message. Et là, il voit un tableau un peu qui a été caché, donc il l'enlève, et là, il voit marqué sur le mur, la vie est belle. It's a wonderful life. Donc le film qu'ils avaient été voir. Bon. Kinderman commence à être dans le pétrin là, quand même. Kinderman va aller interroger, donc il va boucler le périmètre, il va envoyer des gardes, donc on laisse personne sortir, sauf vraiment les cas d'urgence. Il met des hommes partout, il est motivé là. Il commence à interroger l'infirmière qui a trouvé le corps de Dayar, commence à lui demander mais est-ce que vous avez remarqué autre chose autour, quelque chose machin, enfin n'importe quoi serait peut-être bien pour aider l'enquête. Il dit non, la seule personne qu'elle a remarqué alentour, c'est une petite vieille du nom de Madame Clélia, qui était là, qui normalement est catatonique, ne bouge pas, ne parle pas, elle est là toute la journée. Et là, on sait pas pourquoi elle est arrivée, parce que normalement tous les tarés, enfin, les malades mentaux, on va dire, sont dans un bloc à part. Et donc là, elle a erré jusque-là. Donc on sait pas ce qu'elle foutait là, quoi. Donc Kinderman va demander à la voir, bien sûr. Donc il va aller voir la petite Clélia. Enfin, c'est une dame, elle est assez âgée. Je crois d'ailleurs qu'elle demande à Kinderman si vous n'êtes pas mon fils, ou un truc comme ça, ou c'est une autre. Mais voilà. Il arrive en tout cas dans ce pavillon des gens un peu, avec des troubles, on va dire. Et donc il y a cette vieille dame qui est là, Clélia, elle lui demande mais quand vous êtes allé voir le jésuite là qui était dans la salle, vous êtes allé voir le prêtre, et elle est là. Est-ce que vous êtes là pour réparer ma radio? Il lui fait quelle radio? Et elle tend les mains comme ça, il y a rien entre ses mains bien sûr. Elle fait là, ma radio. Vous allez la réparer, vous êtes le réparateur. Bah oui, c'est ça, je suis le réparateur. Qu'est-ce qu'elle a votre radio? Bah elle marche pas, vous voyez bien, regardez. Vous reconnaissez, non? Et Kinderman fait oui, je reconnais, c'est une radio, oui, c'est ça. Il fait bah non. Vous voyez, vous n'êtes pas un réparateur, c'est un téléphone que j'ai entre les mains. Mais c'est pas grave, hein. Vous savez, il y a plein de gens qui confondent les deux. La scène est surréaliste. Donc Kinderman fait ok, bon je n'en tirerai rien, elle est complètement ailleurs. Sauf qu'elle dit qu'elle, il faut qu'on lui répare sa radio parce qu'elle entend des voix dans la radio, des voix démoniaques, je sais pas quoi, mais elle entend des voix mauvaises dans la radio. Bon, le film fait comme dans le 1, il plante des petits éléments comme ça qui vont venir expliquer le twist final, en fait. Donc elle entend des voix. Mais bien sûr, ça ne satisfait pas Kinderman, d'autant plus que les gens ne sont pas censés être dangereux, ils sont âgés, vieux et catatoniques. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Donc il dit où sont les gens dangereux dans cet hôpital. Donc on lui parle du pavillon des agités. Une façon assez gentille de dire des tarés, en fait. Donc les vrais malades dangereux sont dans ce pavillon-là. Donc Kinderman va aller le visiter. Et là, il rentre, donc il y a un couloir, donc il y a un sas, il faut que quelqu'un vous ouvre de loin. Donc voilà, c'est vraiment une sécurité maximale. Personne ne rentre, personne ne sort. Il rentre là-dedans, et à un moment, il passe devant une des portes, la chambre 11, je crois. Et il entend une voix qui fait Bill, qui l'appelle. Parce qu'il s'appelle William Kinderman, et le diminutif de William, c'est Bill. Me demandez pas pourquoi. Il entend Bill, il se retourne, what the fuck. Il commence à s'approcher pour voir, il voit un homme assis dans le pénombre et tout. Et au moment où il va en faire quelque chose, on l'appelle. Il y a le directeur de l'hôpital qui pète un câble. Donc il ne va pas aller jusqu'au bout, donc il part, parce que là, il faut qu'il s'entretienne avec le directeur de l'hôpital. Donc il oublie cette petite scène. Nous, on a un petit clin d'œil sur ce patient qui dit, en fait, comme s'il avait 2 voix, il parle de la mort qui doit être humble, parce que même en le tuant, elle ne l'a quand même pas tué. Voilà ce qu'il dit. Et qu'il est mort à 21 ans.
Alors Kinderman va se prendre la tête avec le directeur de l'hôpital qui est alors mais vraiment possédé. Il est hors de lui, il est hors de question qu'on mette dans un hôpital des flics comme ça qui empêchent de faire le travail, qui traumatisent des patients. C'est pas possible. Il sait quand même qu'il y a eu un mort dans une chambre décapité, découpé, vidé de son sang. Bon, il essaie de gérer son hôpital, bien entendu. Kinderman essaie d'expliquer, et c'est là qu'il va craquer. Ce qui est très réaliste d'ailleurs, parce que Kinderman, c'est vrai a essayé de digérer la mort de son ami, et a essayé de mener l'enquête pour que ça lui fasse oublier cette douleur-là. Mais là, ça piétine tout d'un coup. Il est face à un homme entêté, il a un autre docteur à côté qui comprend pas ce que veut Kinderman, il essaie de s'expliquer, on ne le comprend pas. Et là, il piétine. Donc, il ne peut plus se réfugier dans l'action pour oublier, en fait, cette douleur qu'il a. Donc, il est assez crédible, d'ailleurs, qu'il craque. Et là, il va craquer, il va être sur le bord des larmes, d'ailleurs. Il va gueuler un coup, il va faire un peu comme Finkielkraut, mais taisez-vous! Voilà. Il va faire un peu ça, mais sur le bord des larmes, quoi. Et donc là, le directeur comprend que là, ce mec, attention, ça va pas, on va le laisser parler. Parce que le directeur n'arrête pas de le couper, de toute façon. Il fait, ok, je vais fermer ma gueule 2 minutes, on va voir ce qui se passe. Il leur explique qu'il y a 15 ans, un tueur en série, un vicieux tueur en série qu'on appelait le tueur Gémeaux, avait été exécuté. Alors, ils disent exécuté. Dans le livre, il n'a pas été exécuté. Ça laisse un petit doute. Dans le livre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une course-poursuite avec les policiers. Il était très difficile de le choper parce qu'il tuait de manière aléatoire. Donc, on savait jamais vraiment où il allait frapper ensuite. Donc, on a réussi à le coincer à un moment donné. Il y a une course-poursuite. Il est monté sur un pont, ils l'ont canardé, il est tombé dans l'eau, son corps a disparu, on n'a jamais retrouvé son corps. Ce qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'ils disent là, c'est-à-dire que là, il a été exécuté. Donc, chez Electric, il est mort. Il y a 15 ans, il est mort. Alors, à chaque victime, il coupait donc l'index droit, et il gravait le signe du zodiaque, donc les Gémeaux, dans la paume de la main gauche. Alors, il y a plusieurs signes qui font que là, il est très difficile de douter, parce que Kinderman a remarqué que sur les 3 victimes, donc le môme, le prêtre et maintenant Dyer, que effectivement l'index a bien été coupé et le signe des Gémeaux a été gravé dans la paume. Le tueur des Gémeaux envoyait des courriers à l'époque à la presse et il aimait beaucoup doubler ses L. S'il dit je dois préparer un partiel, partiel il mettra 2 L à la fin. IE 2 L. S'il dit le beau ciel, ciel il mettra 2 L. Et là quand il a écrit dans la chambre de Dyer It's a Wonderful Life, il a bien entendu mis 2 L à Wonderful. Alors ça a dû être dur à faire en français. Déjà le nom du film c'est La vie est belle en français. Je vois pas vraiment où il peut aller caser ses 2 L pour faire son petit trip de 2 L supplémentaires, d'un L supplémentaire, mais bon. Et en plus, un dernier truc, c'est que la police à l'époque avait été assez judicieuse parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir plein de tarés qui allaient appeler la police pour dire c'est moi le tueur des Gémeaux, etc. et leur faire perdre du temps. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait croire en fait que le tueur des Gémeaux opérait différemment. Ils ont fait croire qu'il coupait, je crois, l'index gauche et non pas l'index droit et qu'il gravait les signes des Gémeaux dans le cou, dans le dos du cou. Donc quand les gens appelaient en disant ouais je suis tueur des Gémeaux, on lui disait ok comment vous avez tué vos victimes, je leur ai coupé le doigt, ensuite j'aurais gravé un truc dans le dos. Ils savaient que c'était un troll donc ils passaient à autre chose. Et il y avait que les enquêteurs qui étaient au courant de ça. Là, la personne qui exécute connaît exactement le mode opératoire du tueur des Gémeaux, apparemment. Alors il y a un dernier détail qui est ridicule dans la méthodologie du tueur des Gémeaux. Il tuait tous les gens dont le nom commençait par K. On comprendra plus tard qu'il en voulait beaucoup à son père dont le nom commençait par K. Par un K. Et donc, sur sa liste, qu'il a tué le petit gamin qui s'appelait Kyle, je crois, ou peu importe. Il a tué le prêtre qui, pareil, s'appelait Keegan, on va dire. Et bien sûr, il a tué Dyer. Mais on lui dit, mais Dyer, c'était un D. Il fait, ouais, mais il s'appelait Joseph Kevin Dyer. Donc, il y avait un Kevin quelque part. Alors ça, c'est absolument ridicule, quoi. Vraiment, c'est un tueur en série. Donc, il va se renseigner sur des victimes aléatoires, mais avant de les tuer, il va leur demander leur nom pour être sûr que, c'est vraiment tiré par les cheveux. Et en plus, donc, au moment où tu es Dyer, donc déjà, comment il a su, au moment où tu es Dyer, donc, imagine, c'est fou, quoi. J'essaie de m'imaginer le truc 2 minutes, même si ça sert à rien, mais tu t'appelles comment? Je m'appelle Joseph. Ah. Joseph. Ouais, Joseph. Merde. Il y a pas de K dans Joseph. Et t'as pas un deuxième prénom, Joseph? Joseph Étienne. Joseph Étienne Dupont. Il y a pas de K nulle part là-dedans. Il y a pas un troisième, c'est con, en fait. C'est vraiment con comme approche. Et parce que dès qu'il trouve un K, c'est bon, je peux le tuer maintenant. Ok, super, pourquoi pas. Joseph Dyer s'appelle en réalité Joseph Kevin Dyer. Donc on pouvait le tuer. Et bien sûr, tout le monde aura remarqué que Kinderman s'appelle Kinderman. Mais par contre, c'est son nom de famille, Kinderman. C'est pas son prénom. Donc, ok. Donc, le K est débile. Le double L, pas mal. Parce qu'en fait, le signe des Gémeaux, c'est ça, concrètement. On dirait 2 L côte à côte, là. Donc, c'est un signe pair, un peu. Donc, c'est 2 entités qui composent ce signe. Donc, ça, c'est pas mal. Le doigt coupé, c'est un peu une moquerie parce qu'on apprend ensuite que le père du tueur Gémeaux était un prêtre. Donc, un prédicateur à la télé, tout ça. Donc,
ce que son fils a essayé de faire, c'est moquer son père, détruire sa réputation, en faisant comprendre que c'était son fils, et en montrant qu'il tuait et qu'il coupait le doigt de Dieu. Dieu, en fait, qui monte le doigt comme ça sur Adam d'un moment, alors c'est pas accusateur non plus, donc il donne quelque chose. Mais là, c'est présenté comme un truc accusateur, parce que son père, quand même, est dans une prêcherie qui n'arrête pas, justement, de mettre la faute sur les autres. Le diable est en vous, repentez-vous, mes enfants. Et donc, il a été très dur avec ses gosses, d'ailleurs. Et donc là, son fils se venge exacte sa revanche en arrachant ce doigt accusateur. Donc ça, c'est pas mal non plus. Ils auraient juste dû se débarrasser du cas. Il n'y avait pas besoin de ce délire du cas, comme quoi ils suivraient des gens qui auraient un cas dans leur nom. Ce n'est vraiment pas nécessaire dans l'histoire. Par contre, tout l'autre mode opératoire, oui. Alors en plus, donc il s'y connaît, donc on comprend d'ailleurs qu'il s'y connaît très bien en anatomie, qu'il a peut-être des connaissances en chirurgie, tout ça. Parce qu'effectivement, sa façon de découper, de procéder sur les corps, de les droguer à la bonne dose, suppose une connaissance médicale derrière. Et ça met tout de suite le doute sur les médecins. Il y a des médecins dans le livre, il y a un médecin qui est en plus malade, donc qui va servir comme dans le 1 à étirer l'enquête un peu et à avoir plusieurs suspects pour rendre du coup ce côté un peu polar un peu plus intéressant. Là, pas vraiment. On ne sait pas qui est le coupable, mais on sait qu'il y a qu'une entité, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de démoniaque derrière, tout ça. Donc il n'y a pas ce doute comme on a pu l'avoir dans le 1, où ça pouvait être certes diabolique, donc de l'œuvre du démon, mais ça pouvait aussi s'expliquer concrètement. Et dans le livre, en réalité, dans le livre 2, Légion, on a aussi ce doute, car on sait que donc c'est un tueur avec des connaissances médicales. Or, on traîne là avec des médecins qui ont de gros soucis, on va dire. Tout ça, le 2 a essayé de le recréer, mais le film ne l'a pas vraiment repris. C'est dommage. Là, c'est vrai que j'ai oublié de préciser effectivement que le titre, c'est Légion. Le film s'appelle Légion. Et donc, c'est un extrait de la Bible où, en fait, Jésus essaie d'exorciser un homme qui est pris par un démon et demande, du coup, à l'homme, mais indirectement au démon, qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Et le démon dit, appelle-moi ou appelle-nous Légion, car nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs dans cet homme. Exactement comme Regan qui avait plein d'entités en elle. Mais attention, Mérine avait dit que c'était trompeur. Il n'y avait qu'une et une seule entité. Donc il n'y a pas de légion qui tienne. Jésus, lui, avait réussi à exorciser le mec en envoyant les démons qui ont, dans la panique, dans la peur, lui ont demandé l'autorisation de se planquer dans des pourceaux ou des cochons qui étaient dans les parages. Et donc Jésus leur a dit, allez-y. Voilà. Aucun respect pour le bien des autres. Les démons possèdent les cochons en question et courent se noyer dans une rivière ou dans l'eau, enfin, peu importe. Voilà comment ça s'est passé. Donc un exorcisme assez rapide, hein. Donc c'est le nom du film Légion. Plusieurs personnalités, Gémeaux, 2 personnalités. Bon, on a compris. Et bien sûr, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a eu différentes empreintes. Et d'ailleurs, encore une fois, même dans la chambre, je ne sais pas s'il trouve des empreintes, mais c'est pas les mêmes non plus. Donc là, c'est plusieurs personnes à l'œuvre, mais en même temps, ce n'était qu'une seule personne. Ça n'est pas exploité longtemps du tout. Ce film est vraiment moins riche que le 1, faut vraiment le savoir. Il a de bonnes pistes, hein, il propose des choses intéressantes, mais il est beaucoup moins ambigu et demande beaucoup moins de temps du coup à être observé, à être apprécié. Mais on passe quand même un bon moment. Donc alors, l'enquête continue un peu, très lentement. On apprend donc effectivement qu'il manque une paire de ciseaux dans l'hôpital. Mais voilà, Kinderman n'arrive toujours pas, par contre, à percer un autre mystère, c'est quel est le rapport entre ses victimes. Il ne sait pas. Il s'entretiendra plus tard avec un autre prêtre qui lui aura son idée, en lui disant, mais le point commun entre ces victimes, c'est vous, en fait, parce que toutes ces victimes connaissaient Kinderman. Ah, ça aussi, c'est vraiment tiré par les cheveux. Effectivement, le gamin connaissait Kinderman parce que, il était dans la police. D'ailleurs, c'était l'ami de Kinderman. Et l'autre prêtre, c'est Kinderman le connaissait parce que il était intervenu sur l'affaire, alors soit l'affaire d'Aregan ou une autre affaire, mais voilà, il le connaissait. Bon, vu qu'on n'a pas du tout entendu parler de cette affaire, on s'en fiche en fait, ça nous touche à peine. Une autre théorie avancée, c'est que ça a quelque chose à voir avec l'exorcisme de Carras, enfin l'exorcisme d'Aregan. D'ailleurs, c'était l'ami de Carras qui a été à ses côtés à sa mort, qui lui a fait ses dernières sanctifications, histoire de l'arracher des griffes du démon, du diable, donc une raison pour le démon de lui en vouloir. L'autre prêtre, c'est celui qui a donné l'autorisation à Carras de faire l'exorcisme, donc une autre raison pour Pazuzu de lui en vouloir. Et le petit jeune, le jeune muet, alors attention, c'est le fils d'une dame qui travaillait dans l'agence où Carras a fait faire analyser les bandes qu'il a enregistrées de Regan. Donc quand il a enregistré les bandes, il les a confiées à un certain Franck pour les décrypter. Ce fameux Franck les a d'abord confiés lui aussi à une femme avec qui il travaillait. Cette femme, c'est la maman du petit môme qui s'est fait tuer. Voilà le rapport de cette femme avec l'exorcisme 1. À ce rythme-là, Frank devrait être mort, Chris McNeil devrait être morte, Sharon devrait être morte aussi. Donc c'est peut-être là qu'ils se sont dit, l'autre astuce qu'on va mettre en place, c'est qu'ils ne tuent que des gens avec un K dans leur nom. Mais après, il y a Carl quand même, quand on y pense. Le domestique là, qui est travaillé chez les McNeil. Il devrait prendre aussi, normalement. C'est vraiment faible. Ils ont essayé d'imposer un fil conducteur entre les victimes qui n'était pas nécessaire et qui tient à peine debout. Vraiment, c'est une ficelle, quoi. Alors, on est introduit à un autre personnage qui n'est pas du tout dans le livre, mais qui est une création du film. C'est le prêtre Paul Morning.
Alors c'est un prêtre aux cheveux blancs, et ses cheveux seraient devenus blancs à la suite d'un exorcisme qui a duré longtemps et où il a vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Donc ses cheveux ont viré au blanc. Alors on le voit dans sa chambre, il a une boîte à la fenêtre où il a un petit oiseau qui s'est cassé une patte qu'il essaie de soigner, il est en train de lire sa Bible, il est dans sa chambre pépère. Et là des signes vont arriver. Les fameux signes avant-coureurs qu'on a eu dans le 1 que Mérine a subi, et ce qui lui a laissé présager un combat à venir, une revanche. La partie 2 de son combat contre Pazuzu. Paul Morning, il se trouve, a fait la même chose lui aussi. Lui aussi a combattu Pazuzu dans le passé, a gagné, et là, le vent se lève. Déjà, l'oiseau qui piaillait comme ça, il n'entend plus. Il va voir, l'oiseau est mort. Et là, tout d'un coup, son crucifix tombe. Son crucifix était au mur dans le fond de la chambre, bouge un peu et tombe, ça casse la gueule. Et le vent commence à faire tourner les pages de sa Bible. Voilà, mauvais augure. Donc il sait que lui aussi que le round 2 approche. Alors ils l'ont mis là parce qu'effectivement, sans un prêtre un peu senior, il y aurait eu un manque d'action. Parce que là, il n'y a plus de prêtre, en fait. Dayar n'est plus là. Ils ont inventé un prêtre sorti de leur cul. Parce qu'il fallait une scène d'exorcisme à la fin avec des effets, des trucs, voilà. C'est ça qui rend, voilà. Ils ont vraiment essayé de faire un copier-coller un peu du 1. Et reprendre un peu la recette qui a marché dans le 1. Il crée un tueur en série qui a mi-chemin entre Jack l'Éventreur et Ted Bundy. Voilà, qui écrit à la presse, bon, ok. Mais ça marche pas. En même temps, le livre est très difficile à adapter autrement. Le livre, 50% du livre, c'est des discussions philosophiques, existentielles, et l'autre partie, c'est l'enquête, qui avance très très mal. Donc, voilà. Finalement, ils ont peut-être eu raison. Là aussi, l'enquête galère un peu. Kinderman ne fait rien, en fait. Donc, le petit môme qui est mort, on a retrouvé sur lui, donc les cheveux qu'il avait à la main, qu'il avait arrachés, c'était les cheveux de la vieille qui était à côté. À la mort du prêtre, dans le confessionnal, nous, on a vu une infirmière amener une petite vieille, là, en place. Et en plus, là, on découvre donc aussi que d'ailleurs, les empreintes sur le corps de d'ailleurs, ce sont les empreintes de Madame Clélia, la petite vieille qui traînait dans le couloir. Donc effectivement, on a du mal à comprendre comment c'est possible que ces vieilles dames catatoniques puissent tuer comme ça des gens. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout en fait. On sait qu'il y a un doute, on sait que c'est elle, en tout cas on a des empreintes, on les neutralise. On boucle le périmètre sur ce pavillon où des gens apparemment peuvent sortir quand ils veulent, tuer des gens et ensuite être complètement dans les vapes en fait et pas savoir ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas besoin de chercher 1000 ans en fait. Bon. Kinderman ne fait pas ça parce qu'il ne comprend pas, ce n'est pas possible. Il y a un médecin principal qui s'occupe d'ailleurs donc des petites vieilles qui s'appelle Dr Temple, donc c'est lui un peu le service psychiatrie. Il va faire venir Kinderman dans son bureau, il va lui expliquer. Alors ça sort un peu de nulle part, il invite Kinderman dans son bureau, et Kinderman arrive, Dr Temple, vous vouliez me parler? Il fait oui, vous voyez l'homme qui est dans la... On voit qu'il a préparé un texte en fait, qu'il a lu et qu'il a essayé d'apprendre par cœur pour lui annoncer ça. On comprend pas pourquoi il l'a fait au début. Donc vous voyez l'homme qui était dans la cellule 11, celui qui vous a appelé. Kinderman avait oublié, il fait oui, il fait cet homme nous l'avons trouvé il y a 15 ans. Il errait dans la rue, il était complètement paumé, il avait la tête éclatée, tout ça, il était paumé. On l'a recueilli ici, on a essayé de le soigner, et pendant 15 ans, il a à peine prononcé un seul mot. Et là, il y a quelques jours, il a commencé à s'éveiller, il a commencé à reprendre un peu conscience, à reprendre un peu ses forces, et il a commencé aussi à se montrer très violent. Du coup, on a dû l'enfermer. Ils ont dû l'enfermer. Ce qui va être très bizarre d'ailleurs qu'il se soit montré violent parce qu'ils allaient le laisser sortir sinon. Et il aurait pu, quand on comprendra ensuite qui il est vraiment, on ne comprend pas du tout son plan. Il a préféré se faire enfermer et avoir à faire un stratagème, oh mon Dieu, plutôt que de tout simplement sortir et voilà, reprendre son business en fait, j'ai envie de dire. Bref, et il lui dit que cet homme prétend être le tueur des Gémeaux. Donc si c'est le tueur des Gémeaux, entre rester dans un hôpital coincé et sortir et reprendre son... Bon, bref. Kinderman va retourner dans la chambre du patient et essayer de comprendre ce qui se passe. Déjà, effectivement, pourquoi il se fait passer, pourquoi il prétend être le tueur Gémeaux, et surtout comment il sait son nom, car il l'a appelé Bill à un moment. Alors cette scène est marrante parce que Kinderman va entrer dans la cellule du patient 11 et va aussitôt ressortir. En panique, et là il va demander à voir le dossier de ce patient. Il faut qu'il voie le dossier. Il va rencontrer l'infirmière. Alors, toutes ces interviews qu'il va faire dans l'hôpital, il les fait auprès d'une infirmière un peu tarée avec des cheveux de folle un peu. Alors, je sais pas s'ils ont essayé de la faire passer pour la méchante de l'histoire, mais c'est pas crédible. Mais en tout cas, elle a l'air absolument tarée. Et donc, il lui demande quand est-ce qu'il est arrivé là, ce patient, est-ce que vous avez des dossiers sur lui, quelque chose d'écrit? Il n'y a rien sur cet individu. Ils ne savent rien de lui. L'hôpital l'a recueilli et l'a littéralement mis dans une cellule. Enfin, au départ, il n'était pas dans une cellule vu qu'il était catatonique. Donc, il était avec les autres patients du pavillon psychologique. Au bout de 15 ans, il a commencé à se manifester et c'est quand il a commencé à être violent qu'ils l'ont enfermé. Donc, c'est tout ce qu'ils savent de cet individu. Et Karras va se confier à son adjoint, donc Atkins, et lui dire, cet homme dans la cellule 11, c'est le père Karras. Et il lui explique que Karras était un ami qui est mort, donc, et qu'il était là, qu'il a vu la mort de Karras, qu'il l'a vu chuter les escaliers, qu'il l'a vu en bas des marches, et il l'a vu mourir. Donc, comment il peut s'expliquer qu'il soit là dans la pièce d'à côté? Alors là, Atkins, logiquement, devrait se dire, son patron est troublé. Il vient de voir son meilleur ami mourir, ça fait des jours qu'il voit plein de gens mourir d'une drôle de façon, et en plus, quand il en parle de manière très bizarre, il n'arrête pas d'avoir des discussions existentielles là-dessus.
il devrait limite en fait le reporter et le faire mettre à l'arrêt un peu. Enfin pas à l'arrêt, mais lui faire prendre du repos si on veut. Ce n'est pas du tout ce qu'il fait, il le prend très au sérieux, il commence lui aussi à mener l'enquête, essayer de retrouver d'où vient ce personnage, qui est-il et d'où sort-il. Ce patient de la chambre 11, qu'on va juste appeler le patient de la chambre 11 de toute façon. Kinderman va le confronter, ce patient. Et dans la discussion qu'ils vont avoir, on va avoir encore une fois plein de petits clins d'œil à l'exorciste 1. Donc Kinderman va lui demander, mais qui es-tu? Tu n'es pas Karras, qui es-tu? Et il va lui répondre, I'm no one. Donc I'm no one, on se rappelle que c'était la première réponse du démon lorsque Regan s'était fait mettre sous hypnose et qu'on lui avait demandé, qui es-tu? Et qu'elle avait dit, no one my. I'm no one, mais lui à l'envers. Donc il dit, I'm no one, sauf qu'il ne tient pas le jeu longtemps. C'est là la faiblesse des clins d'œil qu'il essaie de faire. C'est qu'il dit, I'm no one, on se rappelle que dans le 1, le démon dit effectivement I'm no one, mais il reste dans le rôle jusqu'au bout. Après, ils lui disent, tu viens d'où, tu es qui? Et il dit dog. Je suis un chien. Alors qu'en fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que je viens de Dieu ou je suis Dieu. On ne sait, c'est pas très clair. Parce qu'après, il dit I'm from God, mais encore une fois à l'envers. En fait, là, le tueur des Gémeaux, il dit I'm no one. Et directement après, il dit je suis le tueur des Gémeaux. Je suis le tueur Gémeaux. Il tient le rôle 2 secondes, quoi. Donc, encore des clins d'œil ratés. Le 2 essaie trop de ressembler au 1. Il aurait mieux fait d'essayer de trouver sa propre piste et sa propre façon d'exprimer son histoire, d'exprimer en fait le plot. Et non pas essayer tout le temps de rappeler, vous vous rappelez qu'on avait eu du succès? C'est un peu faible. Alors par contre, ce qui va être curieux, c'est que le patient de la chambre 11, qui est effectivement Karras, physiquement, dit ne pas connaître le père Karras, qu'il ne sait pas de qui on parle. Tout ce qu'il sait, lui, c'est qu'il est le tueur Gémeaux. Et il dit que c'est bien lui qui a tué le père Dayar, même s'il n'est pas sorti de sa cellule, et que ce qu'il veut en réalité, c'est qu'en fait que les journaux se remettent à parler de lui. Alors, à aucun moment il ne parle de son père, à aucun moment, voilà, il veut que les journaux reparlent de lui. Alors, ce n'est pas très clair ce qu'il veut lui et ce qu'il fait pour quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, il dit qu'il a tué le père Dayar, mais il n'avait rien contre le père Dayar, en fait. C'était pas, il tue en fait de manière aléatoire. Mais que dans le cas du père Karras, qu'il devait rendre service à un ami. Alors, on semble comprendre qu'il entend des voix, parce qu'à un moment donné, il dit que les morts devraient se taire s'ils n'ont rien à dire. Donc, il entend des voix. Alors, on ne sait pas si ce sont les voix des victimes ou la voix de Karras qui essaie de ramener à la raison son corps. Ce n'est pas bien clair, ça. Donc, il tuerait par hasard. Habituellement, mais sauf que là, les derniers meurtres qu'il a faits ne sont pas du tout des hasards vu qu'il répondait à la consigne de quelqu'un. Et on comprend bien sûr qu'on parle de Pazuzu, donc il tuait pour Pazuzu. Sauf que comme par hasard, Pazuzu lui a fait tuer 3 personnes reliées à l'affaire de l'exorcisme de Regan et qui auraient tous la lettre K dans leur prénom. Donc, c'est qui tue là? C'est le tueur des Gémeaux ou c'est le tueur des Gémeaux qui tue pour Pazuzu? Parce que Pazuzu n'en a rien à foutre en fait qu'il y ait un K dans le nom des gens ou pas. Il veut prendre sa revanche parce qu'on l'a expulsé de Regan. Et s'il en a voulu à Mérine, c'est parce que Mérine allait l'expulser, que Mérine l'a déjà expulsé d'un corps, et que là, Mérine, en plus, a réussi à le faire faillir à nouveau. Donc si Mérine avait été vivant, il aurait envoyé le tueur Gémeaux tuer Mérine. Et peu importe qu'il y ait un cas ou pas dans le nom de Mérine. Les 2 pistes ne collent pas, en fait. Il faudrait savoir qui tue, ou qui tue pour qui. Si le tueur des Gémeaux tue pour lui-même, il devrait tuer de manière absolument aléatoire, rien à voir avec Kinderman. Et surtout, rester du coup sur son délire de la lettre K plutôt. Donc tuer des gens au pif, comme ça, là, etc. Machin, peut-être dans les entours de l'hôpital, etc. Peu importe. Si par contre il tue pour Pazuzu, et on comprendra plus tard quel est son rapport avec Pazuzu, Pazuzu n'en a rien à taper de cette lettre K, tout simplement. Et le film essaie de lier les deux. Et d'ailleurs, la connaissance du patient 11, donc du tueur Gémeaux, est très limitée. Car autant il est dans le corps de Karras, en tout cas c'est Karras qui nous parle physiquement, autant il ne sait pas du tout qui est en fait. Il ne sait pas qui est Karras, il ne sait pas. Donc voilà, il a juste des ordres qu'il exécute. Donc Dayar faisait partie de ces ordres. Ça fait du sens en fait pour Dayar, parce que Dayar c'est effectivement celui qui a arraché Karras des griffes de Pazuzu, dans l'absolu. Si on y réfléchit bien, Karras a réussi à reprendre le contrôle quand il a exorcisé Regan, c'est il a pris le démon en lui, et quand le démon a voulu faire en sorte que Karras tue la gamine, Karras a réussi à reprendre le contrôle une fraction de seconde, pour se rendre compte qu'il était foutu, et que la seule façon de sauver la gamine, c'était de se tuer. Donc c'est là qu'il a sauté par la fenêtre, et qu'il a fini dans les escaliers, qu'il est mort en bas des marches. Sauf que là, il venait de se suicider. Donc ce qui veut dire que même s'il avait réussi à échapper au démon, il y avait de fortes chances qu'il finisse en enfer, en tout cas au purgatoire, peu importe, enfin je sais pas où, mais en tout cas il y avait de fortes chances qu'il finisse après la mort, avec Pazuzu, et qu'il se fasse en fait tormenter par le démon. Sauf que, Dayar intervient à ce moment-là et lui donne les dernières sanctifications, là, histoire de le libérer, de lui faire pardonner, donc qu'il puisse en fait se confesser avant de mourir. C'est à ce moment-là exactement qu'il échappe aux griffes de Pazuzu. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que son regard change, parce qu'avant que Karras, quand Dayar découvre son corps ensanglanté au bas des marches, Karras a le regard en fait fébrile. Dayar va l'approcher et comprendre que ce qu'il veut effectivement c'est ça, c'est se confesser. Et une fois qu'il s'est confessé, en fait, le regard de Karras va se calmer, et là, il va avoir une sorte de regard victorieux. Il a triomphé du démon.
Donc ça fait sens que Pazuzu veuille se venger de Daya. Alors qu'il veuille se venger du gosse, de la maman qui a déchiffré les vidéos de cassette. Enfin, c'est même pas elle, en fait, c'est un certain Franck qu'il avait fait à l'époque. C'est assez débile. Et ensuite, après, qu'il veuille tuer un autre prêtre juste parce qu'il avait donné l'ordre à Caras mais qu'il tue tous les prêtres à ce moment-là, qu'il tue toute la hiérarchie de Caras alors à ce moment-là. Ce serait beaucoup plus simple, non? Mais dans tous les cas, le film insiste bien pour nous faire comprendre que là, il y a du Pazuzu à l'œuvre parce qu'il y a un moment donné, bien entendu, il gueule, il bugle, en fait. Exactement comme Reagan à l'époque, une fois qu'on est possédé par le démon, il bugle un peu à la manière du démon, histoire de faire peur, histoire de voilà. Il dit je le fais bien, non? Et voilà, donc il commence à donner des ordres à Kinderman. Il veut que les journaux se remettent à écrire sur lui, à commencer à parler de ses crimes. Parce qu'on comprend qu'il doit tuer pour faire honte au père. Il faudra préciser le rapport qu'il a avec son père, mais effectivement, plus ces meurtres sont connus, plus on sait que c'est le fils du révérend qui les a fait, donc c'est une façon pour lui de punir son père. Donc d'où l'importance pour lui que ces crimes soient connus. Quant à Pazuzu, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut. S'il veut se venger de tous ceux qui avaient un rapport avec l'exorcisme de Reagan, ces personnages-là ne sont pas dans ce film. Donc il n'est pas dans le bon film du tout. On peut peut-être faire un petit aparté pour raconter les origines du Gemini, le tueur Gémeaux. Ça sonne mieux quand même, Gemini. Il faut savoir alors que tout petit, le Gemini a un jumeau et qu'ils vivaient tous les deux seuls avec leur père. Le Gemini, qui était l'aîné à ce moment-là, était très protecteur envers son petit frère qui avait des sortes de soucis. En tout cas, qui était fragile, qui se pissait dessus, tout ça. Et le père n'avait absolument pas de tolérance ou de patience envers ce petit. Le Gemini a essayé de protéger son petit frère et se mettait un peu entre son père et le tout petit. Donc c'est souvent lui qui se prenait la plupart des baffes. Donc oui, il faut préciser aussi que le père était une grosse brute. Donc le père, qui n'est autre que le révérend, donc c'est un révérend le père du Gemini, trouvait sans doute que ce fils était une déception. Alors ce gamin avait, donc en plus de quelques petits problèmes, avait en plus une peur absolue du noir. Il fallait qu'il dorme avec la lumière et c'est souvent la punition que lui infligeait le père, c'est-à-dire l'enfermer, le laisser dans le noir, voilà. Alors un jour il a fait une petite connerie, donc il s'est pissé dessus je crois, et son père l'a privé de nourriture pendant une longue période. Donc le jeune frère, le Gemini, qui à l'époque n'était pas encore le Gemini bien sûr, voulant toujours protéger son petit frère, a essayé de lui faire à manger. Alors il y a une scène comme ça qui dégénère où il essaie de faire à manger à son petit frère sans que son père ne s'en rende compte, mais bien sûr le révérend s'en rend compte. Et là du coup lui met une claque. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu le donnes pas à manger. Je t'avais dit que ce petit merdeux doit souffrir. Donc si je dis qu'il ne mange pas, il ne mange pas. Donc vu que le grand frère voulait lui quand même faire à manger, donc il y a le révérend qui lui met une tarte, une torgnole, le fout par terre, chope le petit et l'enferme dans la cave. Dans le noir. Donc le gamin qui se met à hurler, qu'il veut sortir. Donc le père est complètement bourré. Alors le révérend est aussi un alcoolique d'ailleurs. Donc il est complètement bourré, donc il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. L'autre gamin est assommé, donc ne peut pas intervenir, ne peut pas libérer son frère. Et le môme, qui a peur du noir, reste donc enfermé dans la cave pendant toute la nuit. Le prêtre, lui, ce n'est que le lendemain qu'il récupère assez ses esprits et que l'alcool et qu'il s'est un peu remis de sa gueule de bois, qu'il libère le petit frère, pour se rendre compte en fait qu'il a perdu la raison. Donc il a arrêté de crier pendant la nuit, mais en fait il est devenu fou. Donc ça va faire beaucoup de peine au tueur des Gémeaux. Son petit frère va se retrouver à l'asile, donc le tueur des Gémeaux va bientôt quitter, je devrais pas l'appeler le tueur des Gémeaux parce que ce n'est pas encore le tueur des Gémeaux à ce moment-là. Toujours est-il qu'il va quitter le domicile familial, il va essayer de se débrouiller par lui-même, il va venir rendre visite et essayer de subvenir aux besoins de son petit frère, à qui il va rendre assez souvent visite à l'hôpital, à l'asile. Alors il va se passer un ultime élément déclencheur qui va le faire basculer. Donc déjà, cet environnement familial n'étant pas non plus le meilleur des départs. Toujours est-il donc, un jour il viendra rendre visite à son petit frère, il va rester très longtemps pour lui lire une histoire, pour qu'il s'endorme. Alors toujours dans cet asile, donc on lui laisse une lumière pour qu'il puisse s'endormir. Il lui lit une histoire, il reste un peu plus tard, il y a une infirmière qui vient en lui disant « Mais attendez, qu'est-ce que vous foutez là? L'heure de visite est terminée, faut dégager maintenant !» Et là, il y a un médecin qui arrive, il lui dit, écoute, qui prend l'infirmière à côté, la calme un peu, lui explique, écoutez, ça c'est un cas particulier, ce jeune frère, on le laisse souvent venir et rester plus longtemps que d'habitude, plus longtemps que les autres visiteurs en tout cas, car son frère n'a que lui, donc il n'a personne d'autre, donc on ferme l'œil pour changer, c'est pas, vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? Ouais, d'accord, c'est pour ça que vous ne l'avez jamais vu, écoutez, c'est pas très grave, faut pas se prendre la tête, il partira tranquillement. Alors faut juste savoir une chose par contre, ce petit jeune là, faut pas éteindre la lumière quand il dort, vu ce qu'il a subi dans sa jeunesse, il est déjà très fragile, le môme. Donc déjà, il a perdu la raison, c'est une chose, mais en plus, il est très fragile du cœur. On est à ça de le perdre sur un incident cardiaque, donc voilà, on le ménage. C'est ça l'idée. Et l'infirmière est là, d'accord docteur, pas de souci, elle sourit, tout ça, mais en fait, derrière, c'est une sacrée connasse, en fait, parce que dès que le médecin parle, mais il se prend pour qui, lui, etc. Elle ne dit rien. Et quand le jeune frère s'en va, quand l'aîné s'en va, donc le jeune frère reste seul, il est en train de dormir, et là, l'infirmière passe, et ça la fait chier, en fait. Ça la fait chier que celui-là ait des faveurs, donc la lumière soit allumée, donc elle éteint la lumière. Et dans la nuit, le jeune frère se réveille, voit qu'il fait tout noir, hurle à nouveau, et là, cette fois-ci, il meurt. Arrêt cardiaque. Donc c'est littéralement une infirmière qui le tue.
Et c'est là que le tueur Gémeaux est né. Donc il a basculé, il a commencé à tuer des gens de manière aléatoire, avec toujours donc ce même mode opératoire, c'est-à-dire qu'il fallait que leur nom commence par K, vu que le nom de son père commençait par K, pour punir un peu son père. Il fallait qu'il coupe le doigt, donc ce doigt accusateur de l'évangéliste en fait, pareil comme pour punir ou en tout cas incapaciter son père. Et il fallait aussi que ça se sache dans les journaux, pour être sûr justement que ça remonte jusqu'à son padre. Donc, il avait donc toujours cette façon de distinguer quand c'était bien lui le tueur, en coupant le doigt à l'index droit et en gravant le signe des Gémeaux dans la paume gauche. Voilà d'où vient le tueur des Gémeaux. C'est ça son histoire. Alors, il ne s'arrête pas là, il est un peu taré, clairement. Hein. Il parle d'art, de mise en scène dans ses morts et qu'il a enfin réussi à trouver le moyen de ne plus mettre de sang sur le côté, donc que c'est très difficile à faire, mais il a enfin trouvé la solution. Il enfonce un cathéter dans la gorge, il récupère le sang, il lève les jambes, ensuite il presse et tout le sang sort, ce qui fait qu'à la toute fin, vu le peu de sang qui reste quand il découpe les organes, il n'y a pas d'éclaboussure. Donc, littéralement, donc ce n'est pas que la vengeance derrière, pour lui aussi c'est une forme d'art. On se croirait dans Red Dragon, quoi. Donc pour lui, voilà, les meurtres, les scènes de meurtre sont avant tout des œuvres d'art. Alors, autant savoir qu'à un moment donné, Kinderman va lui mettre une claque, hein. C'est, à l'entendre dire cela de son ami, le père d'Ayar qui est mort, Kinderman craque un moment. Un petit élément dont je n'ai pas parlé, mais qui a son importance dans l'histoire, le tueur Gémeaux change de visage. Alors, parfois, c'est Karras, et d'autres fois, c'est un autre visage, c'est le visage du tueur des Gémeaux, qui prend le dessus. Alors, soit le film essaie de nous dire que, effectivement, c'est Karras, physiquement, c'est Karras. Mais l'âme qui est en lui n'est plus Karras, c'est l'âme du tueur Gémeaux. Donc, quand à un moment donné, il se laisse dépasser par sa rhétorique, il devient, on a affaire à un autre personnage. Il est joué par un autre acteur, Brad Dourif, qui surjoue magnifiquement bien dans ce film. Et c'est à lui que Kinderman s'adresse. Donc, quand même, il faut savoir que Kinderman continue à voir Karras, mais parle à l'esprit du tueur Gémeaux. Donc, on alterne comme ça entre Karras et le tueur Gémeaux. Alors, autant qu'on a affaire au physique de Karras au début du film, il est habité et complètement possédé par l'âme du tueur Gémeaux. Donc, quand il parle, ce n'est autre que le tueur qui parle. Autant à la fin, quand il va réapparaître, parce que du coup, pendant tout le milieu, toute la troisième partie du film, il disparaît pour laisser la place au tueur Gémeaux qui parle à sa place, pour dire donc que c'est vraiment son âme qui est en contrôle. Autant à la fin, quand Karras réapparaît, là, on comprend que ça symbolise Karras qui reprend le contrôle à la fois sur l'âme du tueur, mais aussi sur le démon. Donc, c'est un peu maladroit d'avoir fait apparaître Karras dès le début. Ça aurait été beaucoup plus ambigu d'avoir Kinderman qui voit cet être qui ne ressemble pas du tout à Karras, donc qui est le tueur, mais qui dit qu'il voit son ami, en fait. Et que par un jeu de miroir ou autre, peu importe, qu'on comprenne qu'effectivement, le physique qu'on a en face n'est pas du tout l'esprit auquel on s'adresse. En gros, que le physique qu'on a là en face n'est pas celui qu'on croit. Ou alors mettre Karras tout du long en fait, mais c'est très bizarre de faire apparaître Karras au début, puis le faire disparaître, puis ensuite ramener le Karras à la toute fin. Karras qui apparaît au moment de sa victoire me semble beaucoup plus pertinent. Kinderman va continuer à faire son enquête, mais littéralement dans ce film, l'enquête ne sert à rien en fait. Le dénouement n'a rien à voir avec l'enquête que Kinderman mène, ni dans le livre, ni dans le film d'ailleurs. Enfin, dans le film un peu plus à la rigueur. Kinderman va déjà apprendre que donc le tueur des Gémeaux, donc déjà, il lui a réclamé une seule chose, que les journaux se remettent à parler de lui, c'est ça qu'il veut. Kinderman l'ignore, donc il va à nouveau s'évanouir, et Kinderman va apprendre qu'il perd souvent connaissance comme cela. Donc il s'endort souvent comme ça, et c'est souvent quand il le fait, comme par hasard, c'est tombé au même moment qu'il y a eu les meurtres. Donc Kinderman commence un peu à résoudre cette affaire. Mais encore une fois, ça sera trop long, et de toute façon, ça ne servira à rien. Donc ça, ces infos-là, Kinderman les recueille auprès de l'infirmière qui souvent l'a vu s'évanouir, justement, mais en précisant que quand il s'évanouit comme ça, en fait, il a une activité cérébrale décuplée. Bon. Mais qu'elle aurait aussi entendu dire un jour, dans ces moments-là, elle aurait entendu dire d'une autre voix, comme si ce n'était pas la sienne, sauve ton serviteur et tue-le. Voilà, donc vraiment, le petit extrait qui fait très bande-annonce en fait, sauve ton serviteur, tue-le, bon. Kinderman va continuer à mener son enquête, il va se rendre à l'église, il va commencer à lire, essayer de remonter un peu pour comprendre d'où viennent les extraits, les phrases que sortent un peu aléatoires qui sont énoncées par le tueur. Il se rend compte que donc ça fait référence à une séance d'exorcisme, donc il commence à comprendre qu'il va peut-être falloir un exorcisme, même si ça ne viendra pas de lui de toute façon. L'exorcisme de toute façon sortira de nulle part, littéralement. Toujours est-il que le lendemain, dans l'hôpital, il y a à nouveau un mort. Alors il y a des flics qui sont postés dans l'hôpital, mais encore une fois, ils ne servent à rien du tout. Donc cette fois-ci, c'est une infirmière qui est tuée, et aussi le docteur Temple est retrouvé mort aussi. Alors l'infirmière, elle, on lui a coupé la tête, on l'a tuée exactement de la même façon. Sauf que cette fois-ci, on lui a ouvert le ventre et on l'a rempli de chapelets. Bon, Temple, quant à lui, c'est clairement un suicide, donc Kinderman va se rendre dans la chambre du patient numéro 11 pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le suicide de Temple, c'est par culpabilité. Alors, il s'en serait voulu d'avoir mené Kinderman à l'homme de la cellule 11.
Il s'en est voulu d'avoir cru aux menaces proférées par cet homme dans la cellule 11. Donc il a dû peut-être lui faire des coups de magie ou lui lire à travers lui, etc. Mais voilà, on comprend en tout cas que Temple a été manipulé, qu'il a eu peur, que l'homme de la cellule 11 a réussi à lui faire peur et a réussi à lui faire comprendre qu'il fallait qu'il mène Kinderman à lui, pour qu'il puisse bien entendu utiliser Kinderman pour faire parler de lui dans les journaux. Et c'est là, donc on approche la fin, et c'est là donc que le tueur Gémeaux va expliquer à Kara qui il est vraiment et d'où il vient. Et là, c'est vraiment tordu. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à sa mort, alors dans la version du film, il est mort sur la chaise électrique. Dans le livre, on a perdu trace de son corps, il s'est fait fusiller, il est tombé dans l'eau, on a perdu toute trace de son corps. Alors dans le film, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de sa mort, donc il était frustré, il allait mourir, son âme allait quitter son corps, et c'est là que son grand ami, donc on comprend bien sûr que son grand ami en question n'est autre que Pazuzu, l'a repris et dans un acte ultime d'affront, l'a fait pénétrer dans le corps de Kara qui à ce moment-là même quittait lui aussi son corps, vu qu'il était à ce moment-là même en train de mourir sur les marches de Chris MacNeil. Donc le démon aurait réussi à implanter en Kara l'âme d'un tueur en série. Il expliquera ensuite pourquoi il l'a fait. Ce qui fait que quand le corps de Kara s'est retrouvé à l'église avant même d'être enterré, donc il a dû être veillé, il a été veillé par un vieux prêtre, c'est là que l'âme du tueur des Gémeaux a réussi à reprendre à un tel point le contrôle qu'elle a pu en fait ressusciter le corps, sortir du cercueil, effrayer à un tel point le vieux prêtre qui faisait la veillée que le vieux prêtre en est mort. Il a pris le corps de ce vieux prêtre qu'il a mis dans le cercueil à sa place et il est sorti, il a erré, ensuite il a reperdu le contrôle et là on est tombé sur lui, on l'a ramené à l'hôpital parce que personne ne savait qui il était et là il était catatonique et il lui a fallu 15 ans pour reprendre l'absolu contrôle du corps de Kara vu que le cerveau était complètement éclaté en fait, vu que Kara s'est fait défenestrer quand même à la fin du 1, donc son cerveau était en bouillie. Il a fallu que le tueur Gémeaux s'auto-répare en fait, son cerveau écrasé. Et ça lui a pris 15 ans. Il a repris le contrôle que récemment, il y a 15 ans. Alors quand on y pense, est-ce qu'on pourrait pas dire que il s'agit ici d'une naissance de l'Antichrist? D'une certaine manière, le diable ici, donc tout au contraire de la naissance de Jésus, donc né d'une vierge, innocent, essayant de trouver l'amour, le message de Dieu, tout cela, arrivant à sa mort et étant ressuscité pour donner un message d'espoir. Là, on a une âme maléfique, l'âme d'un tueur en série, qui meurt, qui est repêchée au moment où elle va s'évanouir, qui est repêchée par le démon pour être logée dans la dépouille fumante d'un homme saint qui s'est suicidé et donc qui est en train de mourir. Donc, âme qui est remise juste à temps pour retenir l'âme de ce même prêtre dans son corps mourant pour justement pouvoir mieux le faire souffrir plus tard quand il se rendra compte que son corps va servir d'instrument de vengeance du diable. Donc là, on a une résurrection, on a clairement une âme d'un assassin mourant, ressuscité, pour porter un message de haine, terrifier, tuer, malmener, torturer d'autres gens, et cela à travers le corps d'un prêtre mort par amour, qui s'est suicidé par amour, mais qu'il va falloir punir. Donc c'est un peu la naissance de l'Antéchrist. Une naissance ratée, mais c'est un peu la naissance de l'Antéchrist, les Géminis. Donc, il faut aussi savoir, effectivement, que quand Kinderman a vu que c'était Kara dans la cellule, il a demandé à ce qu'on aille déterrer, en fait, le corps de Kara pour voir ce que c'était. Et effectivement, ce n'était pas le corps de Kara dans son tombeau, c'était le corps du vieux prêtre qui l'avait veillé. Et pourquoi Pazuzu a mis l'âme d'un tueur en série dans le corps de Kara? C'était pour lui l'insulte suprême. Kara l'ayant trompé, Kara l'ayant échappé, il allait en fait insulter la création, la beauté, la foi, peu importe, avec, si possible, un serviteur de Dieu. Il le dit d'ailleurs, il dit pour mon retour, il fallait créer la pierre d'achoppement, un scandale, une horreur aux yeux des gens de foi, et donc se servir du corps d'un saint homme comme instrument de revanche. Et surtout ce qu'il tourmente le plus, et c'est là que c'est vraiment horrible dans le film, c'est une insulte au 1, c'est que pendant qu'il fait tout ça, Kara est bien conscient de ce que son corps est en train de faire. Donc Kara souffre, il est avec eux, et il ne s'échappera jamais. Il le dit en plus. He will never get away. He will never get away. I will never let him go. Un truc comme ça. Et c'est juste naze, en fait. C'est vraiment craché sur le 1. Kara s'est battu pendant tout le film. Il a enfin trouvé la paix. Il s'est sacrifié pour une enfant. Il a réussi à se faire pardonner ses péchés. Il est parti l'âme en paix. Là, ce que le film a fait, c'est littéralement déterrer Kara et lui chier dans la bouche. C'est même pas qu'on a volé son corps. C'est qu'on l'a enfermé donc dans le background, c'est un peu comme dans Get Out en fait. Il est enfermé tout au fond du subconscient et une autre âme a pris le dessus, un autre esprit a pris le dessus et fait avec son corps des atrocités qui le rendent malheureux, qui le désespèrent. Comment on peut faire ça? Enfin, ça tient pas du tout debout en fait. Quand on sait en plus que c'est l'auteur qui a voulu ça, c'est vraiment lui qui a fait ça à Kara. C'est vraiment là que le 2 me fait le plus mal. Je trouve qu'ils ont essayé de faire quelque chose de bien. Si on enlève cette scène de l'histoire, en fait, il y a des choses qu'on pourrait enlever pour rendre le film meilleur. C'est même pas en rajouter, c'est enlever des choses. C'est complètement débile cette histoire de Kara. Y a pas besoin.
Il n'y a pas besoin. Que Pazuzu soit assez fort pour avoir pris le dessus sur une âme criminelle dans ce corps criminel aurait pu largement suffire. Et qu'il continue du coup justement à tuer des prêtres s'il veut punir des hommes saints. Il n'a qu'à continuer à tuer des prêtres. Mais cette idée de prendre une âme, de la greffer dans un autre corps, mais depuis quand Pazuzu peut faire ça, quoi? C'est pas ça la bonne question. La question c'est pas depuis quand Pazuzu peut faire ça, c'est pourquoi Pazuzu ferait ça. Et si Pazuzu peut faire ça, à quel moment il possède une gamine de 12 ans, quoi? Ça ne tient pas debout, en fait. Ce film ressemble trop à ces nouveaux films sur des entités démoniaques qui sont trop puissantes. Ce que j'aimais bien dans le 1, c'est que Pazuzu était juste fort ce qu'il fallait, enfin, la présence démoniaque était juste assez suggérée pour qu'on y croie, mais tout en quand même laissant sa place à une version raisonnable de ce qui est en train de se passer. C'est ça qui était important. C'est pour ça que j'ai bien aimé le 1. C'est que c'est pas juste, regardez, il y a un démon, blablabla, et on se demande, mais qu'est-ce que le démon foutrait sur Terre? Enfin, et s'il peut faire ça, qu'est-ce qui l'empêche de faire plus? S'il peut greffer des assassins dans des corps de saint hommes qui sont en train de mourir, mais il pourrait passer sa journée à faire ça. À prendre des gens exécutés, des gens emprisonnés, etc., des tueurs en série, peu importe, et tout le temps, les ramener. Ramener Ted Bundy ramener plein de tarés comme ça, et les mettre dans des petits corps, et les laisser continuer à faire du mal, tout ça. Mais c'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas juste le meurtre. Alors, sauf si son objectif, à la rigueur, ce serait de désemparer toute une population qui a cru à une mort, qui a cru à un mal disparu. Et là, on a un retour de ce mal pour encore plus blesser, et désespérer et décourager les gens. À la rigueur. Parce que là, encore une fois, dans encore la théorie démonologique, si le corps qui est possédé n'est responsable en rien de ce qu'il fait, vu qu'il est possédé. Alors que c'est pas du tout ça qui intéresse le démon, c'est justement arriver à désespérer les autres, arriver à les sortir de la voie dans laquelle ils se sont impliqués, pour à la place leur foutre le doute destructeur. C'est ça qui est intéressant dans la démarche du démon. Ce n'est pas juste tuer. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Il tue un prêtre, le prêtre lui a tout autant échappé. Ça n'a absolument aucun intérêt dans une approche démonologique de la possession. La possession est là pour faire douter, pour faire craquer les gens, pour complètement les anéantir leur certitude et tout cela. Et réussir à les faire douter, à les amener sur une autre voie. C'est plutôt ça, Pazuzu. Et du coup, c'est fait de manière tellement subtile qu'on est là à se demander, mais c'est le démon, c'est l'homme, c'est qui est à l'œuvre là? C'est ça qui était intéressant dans le 1. Ce n'est plus possible dans cette version. On voit carrément le corps de Karass. Les flics se sont rendus dans sa tombe, ce n'est pas son corps qui est dans la tombe. Donc, ce film est en train de nous vendre une version d'un Karass zombifié, d'un Karass revenu à la vie, comme Jésus. Mais sauf que ce n'est pas Dieu qui l'a ramené à la vie, c'est le démon, en fait. Donc, si le démon peut faire ça, le démon est Dieu. Enfin, quoique, le livre a une version assez marrante, d'ailleurs, à la fin, de ce qu'est l'homme, mais qui n'est pas du tout dans le film. Donc, pour le moment, je me limite au film. Je reviendrai sur cette théorie à la fin, qui est assez marrante, qui est très très drôle, comme conclusion à tout cela. Donc, au moins, ça amène une touche d'humour. Dans le film, il n'y a pas de touche d'humour. Il y a une sorte de déception de savoir que Karass est devenu ce qu'il est devenu un zombie. C'est aberrant. Après avoir écrit le 1, viré là-dessus, c'est aberrant. Bref. Et tu parles d'une récompense surtout. C'est non seulement il s'est fait voler son corps, mais Karass est maintenant enfermé dans l'inconscient de son corps. Il n'a plus les commandes, mais il est quand même présent, il est quand même retenu, et il continue à hurler, enfin à souffrir de voir son corps faire ce que son corps fait. Mais si tu parles d'une récompense, quoi, après tout ce qu'il a subi dans le 1, c'est ça qu'il attendait, quoi. C'est génial. Kinderman, autant dire qu'il est complètement KO, il ne sait plus quoi penser. Il y a une belle composition dans la cellule où l'homme, donc le patient de la chambre 11 est attaché d'un côté, et on a Kinderman de l'autre, et ça rappelle la composition Pazuzu et Mérine au tout début du film du 1. On savait qu'ils allaient se la donner, ça allait venir. Là, bon, la composition rappelle un peu ça, mais ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. On a d'un côté clairement un démon qui mystifie complètement celui qui est en face, qui est complètement paumé. Kinderman ne sait pas quoi penser. Kinderman ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il peut faire contre une âme à qui il peut même en parler, en fait? À qui? Il peut aller en parler au prêtre, peut-être, mais que peut-il faire contre? Ah oui, parce qu'en plus, il y a la méthode de procédé du Gémini. Eh bien, c'est absolument n'importe quoi, maintenant que j'y pense. Donc, voilà comment on tue le Gémini, le tueur des Gémeaux, depuis le début. Ce qu'il fait, en fait, c'est que, dans l'hôpital, ce qui l'intéresse, c'est qu'il peut posséder les corps des patients catatoniques. Car il dit qu'il n'y a rien de plus simple à posséder que des patients catatoniques. Donc, il ne dit pas comme ça. Kinderman le comprendra plus tard. Il dit juste, parce que Kinderman lui dit, d'accord, t'es peut-être le tueur Gémeaux, tout cela, d'accord, t'as pris le corps de mon ami, mais comment tu fais pour tuer des gens sans sortir de cette cellule? Le tueur Gémeaux lui fait, oh, t'inquiète pas pour ça, j'ai de vieux amis qui m'aident. Donc là, il y a un petit jeu de mots. Quand il dit vieux amis, il parle de vieux patients, des patients donc qui sont dans le pavillon d'à côté, et il parle surtout des patients catatoniques. Il estime qu'il n'y a rien de plus facile à posséder que des patients catatoniques. Donc vu que la rame est absolument absente, il est facile pour lui de passer son âme du corps de Karass au corps d'un des vieillards et d'aller tuer, assassiner, découper, faire ce qu'il veut. C'est qui explique en fait la force surhumaine de ces petits papis là quand ils sortent de l'hôpital. Ils deviennent surhumains.
Et ce qui rappelle la scène de la petite vieille disant qu'il y a des voix, j'entends des voix dans ma radio, j'entends. Donc voilà, ces voix qui viennent leur suggérer des choses, qui viennent prendre possession d'eux, ça viendrait de là. Donc non seulement son âme a été capable de quitter son corps mourant pour aller prendre possession du corps mourant avec un cerveau complètement éclaté d'un vieux prêtre à l'agonie, il a réussi à le ressusciter, mais maintenant quand il veut, il peut s'endormir, voyager, aller prendre le corps de quelqu'un d'autre, aller procéder à des crimes. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas juste avoir fait un film sur une âme comme ça, tueuse, qui voyage de corps catatonique à corps catatonique? C'est un scénario à chier, clairement, mais j'aurais préféré ça, en fait, parce que je ne comprends pas du tout l'idée d'avoir possédé Caras pour ensuite quitter le corps de Caras pour aller prendre possession d'un autre corps, et pendant qu'il n'est plus dans le corps de Caras, que fait Caras exactement? Vraiment, le démon se fatigue, et si le démon est capable de faire ça, pourquoi ne le fait-il pas par lui-même? Pourquoi il se sent obligé? Il a bien possédé Regan sans mettre dans son corps en tueur en série, donc il aurait pu tout simplement par lui-même aller posséder des corps de gens vulnérables pour commettre ses méfaits. Et donc il y aurait eu une possession démoniaque à l'échelle d'une ville. On serait rendu compte que des patients dans un hôpital s'échappent de temps en temps pour aller commettre des meurtres impossibles pour leur âge et pour leur état, mais qu'ils commettent quand même. Donc comment on résout cela? Les prêtres s'en mêlent, les médecins s'en mêlent. Et voilà, c'est un scénario beaucoup plus intéressant, pas besoin de mêler Caras à ça, et c'est juste Pazuzu qui est en train d'exercer sa revanche contre les derniers prêtres vivants qui sont restés dans la maison jésuite. Voilà. Pourquoi pas? Ça me semble beaucoup plus cohérent que ce qui est en train de se passer là, en fait. Alors que c'est là que le Gémeaux fait sa dernière requête à Kinderman en lui disant, faites en sorte que les journaux parlent de moi. C'est ma dernière, voilà. Je vous préviens, c'est une dernière fois. Et Kinderman lui dit non, qu'il aille se faire foutre, quoi. Et il dit, ok, d'accord. Bon, on va voir. Et on sent qu'il va le punir. Il lui dit, c'est une invitation à la danse, là, que vous me faites. En fait, il fait des petits clins d'œil parce que la fille de Kinderman, en fait, aime bien aller danser. C'est une danseuse, quoi. Elle danse, c'est une artiste. Et donc, il est en train de faire une référence à elle. Kinderman ne voit toujours pas le rapport. Il comprend pas ce qu'il veut lui dire par c'est une invitation à danser. Bon, il comprend pas. Toujours est-il donc qu'il se rend dans le pavillon, donc voir un peu ces petits vieux, vu qu'on vient de lui expliquer que c'était eux qui étaient donc les outils et les instruments du tueur Gémeaux. Et là, pendant qu'il est là, qu'il mène son enquête, qu'il regarde un peu, on a une scène horrible où on a une petite vieille qu'on voit marcher au plafond un peu comme une sorte d'araignée, comme un sorte de gros insecte qui très rapide, qui rampe comme ça sur le plafond. Kinderman la voit pas, tous les autres petits vieux sont occupés à bader dans leur coin, j'imagine. Et elle arrive, elle se met tout droit, elle se met pile au-dessus de Kinderman, l'observe d'en haut. Lui ne voit toujours rien, elle sourit, et pendant qu'il se déplace à nouveau, elle le suit un peu pour partir sur le côté. Il ne l'a toujours pas vu. Cette scène est très flippante et très bien réussie en plus, c'est très discret. On ne voit pas du tout pourquoi elle fait ça, la nana, mais c'est la même vieille d'ailleurs qu'on a retrouvée à côté du corps de Dayar, celle qui était censée l'avoir tuée. Donc là, clairement, c'est très possible en fait qu'elle l'ait fait. Si elle est assez forte pour s'accrocher au plafond et marcher au plafond sans qu'on l'entende. Donc Kinderman mène un peu son enquête, regarde un peu autour, et là il va trouver en fait le corps d'une infirmière à terre, en slip, assommée, et donc il comprend que quelqu'un lui a volé ses vêtements, donc on a une infirmière qui est en route, etc. Donc là il comprend que voilà, il y a une vieille qui vient de s'échapper, il fait le rapprochement, alors je ne sais plus comment il comprend que c'est sa famille qui est en danger, mais il appelle pour essayer de prévenir, sa femme ne lui en laisse pas en placer une. Elle ne comprend pas ce qui se passe, donc lui il panique, prend une bagnole, il fonce en fait. Et effectivement, ce qui se passe là, c'est que le Gémeaux a envoyé, donc il a pris le contrôle d'une vieille qu'on reconnaît, car on l'a vue dans l'église. Elle était venue se confesser quand le prêtre s'est fait trucider. Elle prend un taxi, elle se rend toute seule chez Kinderman, et là elle l'attend dans le salon. Elle s'installe, elle attend. Kinderman lui prend une voiture de police, il fonce, il gyrophare en avant, il dégage tout le monde sur la route, et quand il arrive, il voit qu'elle est juste assise et qu'elle ne fait rien en fait, qu'elle a l'air fatiguée. Cette scène a été manipulée dans ce film, alors je pense que ça doit être une demande des producteurs qui trouvaient que le film était trop chiant et trop mou. Donc parce que dans le livre, la vieille, elle arrive avec toute cette intention, ce désir de tuer, de faire mal. Enfin, c'est pas un désir du coup, elle est manipulée. Donc le Gémeaux compte bien assassiner la famille de Kinderman et plus précisément sa fille. Mais sauf que quand la vieille arrive, elle perd toutes ses forces, elle est épuisée. Le Gémeaux a utilisé ses dernières forces et finalement a fini par mourir. Et donc il meurt aussi parce que son père est mort à ce moment-là. Son père aussi, comme par hasard, meurt à ce moment-là. Et c'est ça qui enlève toute la haine du Gémeaux. Il n'a plus de raison d'agir. Donc il abandonne son emprise sur la vieille et disparaît, pour ainsi dire. Donc le film a dû trouver ça un peu chiant comme fin et absolument pas satisfaisante. Ils l'ont détourné comme ceci. Donc la vieille est installée. Effectivement, on dirait qu'elle a abandonné son projet. Kinderman arrive. Et donc Gunn sorti, il a aussi un agent avec lui, ils arrivent tous les deux, et la femme qui ne comprend toujours pas ce qui se passe, qui lui dit mais putain, mais j'ai toujours dit je veux pas de flingue à la maison, c'est quoi ce bordel, etc. Ni la femme de Kinderman, ni sa grand-mère, ni la fille ne semblent s'inquiéter du fait que leur père est complètement paniqué dans la maison avec un flingue à la main et qui regarde bizarrement une infirmière trop vieille pour être une infirmière en fonction de toute façon qui est là assise dans le salon. Les gens réagissent de manière absolument grotesque dans ce film.
Kinderman donc voit que la vieille ne semble pas dangereuse, donc il baisse son arme, il ne comprend pas, il réfléchit, il dit non mais putain mais t'es fou quand même mon vieux Kinderman, comment t'as pu croire qu'un tueur en série pouvait habiter l'âme, pouvait déplacer son âme pour habiter le corps de vieux catatoniques pour venir tuer des gens, faut vraiment que tu redescendes. Et voilà, il se met à douter, et là quand il tourne le dos à la vieille, il l'entend dire, elle répète la même phrase que le patient de la chambre 11 lui avait sorti quand il était en train de l'interroger, il dit les vieux catatoniques sont très faciles à posséder, ou les catatoniques sont si faciles à posséder. Là il se retourne et il la voit qui sort un ciseau, mais alors c'est une paire de ciseaux énorme. C'est avec ça que le tueur a coupé les têtes en fait. C'est vraiment fait pour casser l'os, tout couper à travers la chair, voilà, le muscle, ça coupe tout. Donc il va pour la tête de la gamine, mais on a les ciseaux qui commencent à se refermer sur son cou, et là il y a la grand-mère qui réagit très vite, qui chope la tête de la gamine, qui chope les cheveux, qui tire en fait et qui la sauve juste à temps. Là Kinderman saute sur la vieille, essaie de la contrôler, mais la vieille est trop puissante. Elle est possédée à la Pazuzu style, elle le balance sur le côté, il y a l'autre flic qui intervient, il lui met une claque, il est KO, il est out. Elle soulève à elle toute seule, elle soulève Kinderman, le tient contre le mur et commence à l'étrangler. Il commence d'ailleurs à perdre connaissance, Kinderman. C'est là que ça s'arrête. Alors, pendant que la vieille agit, on fait des allers-retours entre elle et le patient de la chambre 11, donc avec la tête de Karas et la voix de Brad Dourif, qui a l'air possédé, et donc on sait que c'est lui qui agit derrière. Donc la vieille est en train de tuer Kinderman, et là tout d'un coup, elle hurle, elle lâche, elle gueule, elle hurle le nom de Morning. Elle dit Morning! Elle part sur le côté. Donc ce qui est un petit clin d'œil à Pazuzu gueulant Merrin, quand Regan gueulait Merrin dans sa chambre quand elle l'a senti arriver. Parce qu'effectivement, le père Morning, le fameux prêtre aux cheveux blancs, qui les a eu blancs après avoir fait une séance d'exorcisme où il a éjecté Pazuzu, mais ce qu'il a vu l'a tellement traumatisé qu'il en a perdu la couleur de ses cheveux. Ce prêtre-là vient de débarquer dans l'hôpital, dans le pavillon des patients dangereux, justement. Alors, il rentre comme une fleur, il est habillé pour procéder à son exorcisme, il rentre comme une fleur, on ne sait pas d'où il sort, qui le laisse rentrer. Un prêtre ne peut pas juste comme ça aller dans un asile, rentrer et commencer à exorciser les gens. Enfin, ça marche pas comme ça. Les médecins ne vont pas le laisser faire. C'est pas d'autorisation, rien. Et il ne peut pas leur dire, non, mais vous savez que votre patient dans la chambre 11 est possédé et que donc il y a un démon. Non, ça ne marche pas. Toujours est-il que quand il arrive, Pazuzu panique. Enfin, il ne panique pas. Je crois qu'il s'enrage. Donc, il oublie complètement Kinderman. Il abandonne la vieille. Donc, elle s'écroule parce que ce qu'il animait, donc c'est comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Elle s'écroule en hurlant toutes ses forces. Mais voilà, elle s'écroule. Ça doit faire mal, en fait, une âme qui s'arrache quand c'est pas prévu. Donc, elle s'écroule. Elle récupère ses esprits, elle est KO, elle est out de l'histoire de toute façon. Et là, Kinderman comprend qu'il se passe quelque chose, et là, il prend sa bagnole, il fonce, il revient donc à l'asile. Pendant ce temps-là, Morning rentre dans la cellule du patient 11. Le patient 11 lui dit, cette fois-ci, tu vas perdre, blablabla. Le film 1, bien sûr, quand Regan dit à Merrin, cette fois-ci, tu vas perdre. Là, c'est vraiment plus des clins d'œil, c'est très forcé quand même. Donc, Morning lui fait face, et là va commencer sa séance d'exorcisme. Alors, faut savoir que cette scène a été rajoutée par les producteurs qui trouvaient que sinon que la fin était molle, qu'il manquait d'action. Honnêtement, je pense que c'était une bonne idée. Le film est autrement tellement éclaté, l'enquête est tellement à chier, elle est tellement malmenée, elle est tellement bizarre. Tout est tellement fait pour que les actions arrivent, c'est très forcé. Finir sur un exorcisme, au moins on est content, parce que le film s'appelle après tout L'Exorciste, donc bon. Alors le démon, je vais l'appeler le démon, parce que ce n'est même plus, donc c'est le corps de Karas, mais ce n'est plus du tout l'esprit du tueur des Gémeaux qui est dedans, c'est Pazuzu. Clairement, c'est Pazuzu. Karas a les yeux jaunes qui annoncent quand Pazuzu a pris le contrôle. Donc il lui dit, encore toi, tu m'as interrompu, tu viens sauver ton serviteur? Oui, peut-être si tu veux, mais moi je dois sauver le mien, mon fils. En gros, pour Pazuzu, Morning vient sauver son ami ou un autre prêtre, donc son fils peut-être, le fils de... Il s'adresse à Morning comme si c'était Dieu. Donc tu viens sauver ton fils comme si Karas était son fils, mais sauf que Pazuzu lui dit, moi je ne peux pas le lâcher en fait, parce que moi aussi je dois sauver le mien, et le mien c'est le tueur Gémeaux. Donc ils se battent pour un corps, et chacun a son fils dans ce corps, si on veut. Ce corps est partagé par Karas et le tueur Gémeaux, donc voilà, la lutte c'est pour savoir qui va l'emporter. Alors au départ ça se passe bien, le prêtre commence son exorcisme tranquille, il est debout, il lit, il est calme, imperturbable, le démon est assis en face, commence à grogner, commence à se fâcher. Et là, il commence à envoyer des images, il commence à envoyer des illusions. Alors, il commence très fort. Tout de suite, on a des flammes, on a des serpents qui se lovent comme ça sur la Bible du prêtre, mais lui, il continue à lire, imperturbable. Il sait il n'y croit pas. Il sait que ce sont des illusions. Donc, pour le moment, ça ne marche pas. Donc, le démon se dit, ok, ça marche pas, les illusions marchent pas, je vais sortir mon plan B. Et son plan B, c'est littéralement de souffler et d'envoyer le prêtre valdinguer d'abord contre le mur au fond, et ensuite sur le plafond. Il le colle au plafond. C'est ça son plan B. Encore une fois, dès qu'on rend des démons ou des entités comme cela trop puissantes, on ne peut pas les gérer. S'il pouvait depuis le départ envoyer le prêtre contre le mur ou le coller au plafond, pourquoi envoyer des illusions de serpents qui sifflent dans les flammes? Ça ne tient pas debout.
Et là, ce n'est pas une illusion. Le prêtre est collé au plafond. Il est littéralement collé parce qu'il va essayer de se détacher. Alors, avant qu'il colle au plafond, déjà, il lui a cramé son livre. Pazuzu a réussi, en se concentrant, à brûler une Bible. Donc, alors, écriture sacrée ou pas, il en a rien à foutre, en fait. Donc, il peut brûler des Bibles maintenant. Donc, la croix, j'imagine qu'il peut aussi la cramer. Donc, effectivement, je crois d'ailleurs qu'il tend sa croix, Morning, mais il envoie valdinguer à nouveau. Donc, il en a rien à foutre. Il n'en a plus rien à foutre. Je pense même qu'il aurait été capable de boire de l'eau bénite. Donc, Pazuzu envoie le prêtre valdinguer, il vole, et donc, il lui arrache déjà tout, sa soutane et tout ça. Il finit pas à poil, hein, mais on n'est pas loin. Il l'envoie coller au plafond. Il l'a tellement bien collé au plafond qu'ensuite, il l'arrache du plafond, et à ce moment-là, on a la peau qui reste. Donc, on voit même son cerveau qui apparaît, son crâne, c'est immonde. Donc, il le malmène. Il se fait clairement malmener, là, le prêtre. Donc, KO. C'est à ce moment-là que Kinderman arrive. Le premier truc qu'il remarque, donc, c'est que le patient de la chambre 11 est complètement concentré. Il est refermé sur lui-même. Il ne dit rien. Donc, Kinderman avait un pressentiment, mais il se dit, il y a personne, tout va bien. Et là, il regarde, il voit un livre à terre. Il voit une couverture. Donc, il voit bien que c'est la couverture de la Bible. C'est qu'il en reste, en tout cas, vu que ça a cramé. Il comprend pas. Et là, il se prend des gouttes de sang sur la main. Et là, il regarde au plafond. Il voit des restes de peau et de chair et de la dégueulasserie, quoi, en fait, au plafond. Donc, là où était le prêtre tantôt. Et là, il entend un bruit sur le côté. Il regarde et il voit bien que le prêtre était dans le fond de la chambre, dans un coin sombre. Et là, il s'écroule sur le côté. Il est mort. En tout cas, on croit qu'il est mort. Et donc là, ça va être au tour de Kinderman aussi de se faire envoyer au plafond. Alors, il n'aura pas la scène lui de la colle, hein. Il ne va pas se faire écorcher. Peut-être que ce que Pazuzu a voulu faire, c'est un petit clin d'œil, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de martyrs chrétiens qui sont morts écorchés vifs. Donc c'était peut-être pour ça, et Kinderman n'étant pas un prêtre, il n'y a pas de raison de l'écorcher. À la place, il va le torturer, en fait, psychologiquement. Il va lui faire voir des scènes horribles. Donc déjà, il va menacer sa fille, il va lui dire, ok, cette fois-ci, t'as réussi à sauver ta petite Julie, mais t'inquiète pas, on l'aura, on finira bien par l'avoir. Kinderman est paniqué. Il a sorti son gun, hein, mais ça ne sert à rien. En fait, il est complètement collé au plafond, il ne peut rien faire. Et bien sûr, pendant qu'il crie, pendant tout ça se passe, on n'a pas de garde, on n'a personne, il n'y a pas de sécurité dans cet hôpital, personne n'entend ces cris, personne n'entend ces hurlements, ces gens qui meurent, personne n'entend. On est dans un huis clos entre Kinderman, Karras, en tout cas le corps de Karras, et le prêtre Morning. Donc Pazuzu dit à Kinderman, t'en fais pas pour Julie, on l'aura. Et Kinderman, donc, est en douleur, il lui dit, prie pour moi, Damien. Il essaie de rappeler Damien, donc Karras, le véritable Karras, il essaie de le ramener à la raison, de le ramener, de lui faire reprendre le contrôle. Et là, Pazuzu lui dit, ah ouais, tu croyais vraiment pouvoir sauver ton ami, le prêtre. En fait, Pazuzu essaie encore une fois toujours son plaisir particulier, c'est de ridiculiser les gens, les faire sentir helpless, quoi. Et les faire sentir désespérés, les faire sentir à bout, complètement, les faire abandonner. D'ailleurs, il demande à Kinderman, d'ailleurs, parce que Kinderman, quand ils se sont rencontrés, Kinderman lui a dit qu'il doutait de lui. Il doutait du diable, du mal, donc non, ça n'était pas possible. Pazuzu lui rappelle cela. Il lui dit, alors, est-ce que je t'ai aidé à convaincre ton incrédulité? Et là, Kinderman va effectivement dire, oui, je crois. Oui, tu as réussi à me faire croire à nouveau. Et là, on a un bon moment de Kinderman. Il dit, oui, je crois à la mort, je crois au mal, je crois à l'injustice et à la barbarie, à la torture, à la colère, à la haine, je crois au meurtre. Je crois à la douleur, je crois à la cruauté et à l'infidélité, je crois à la boue et à la puanteur. Donc voilà, ça va crescendo, décrescendo, crescendo. Donc à la puanteur, à la boue. Alors la boue, c'est peut-être l'homme, hein, je sais pas. À toutes les créatures pourrissantes, à toute la laideur du monde, à la corruption, fils de pute, je crois en toi. Je trouve ça très beau. Et donc là, ça y est, c'est la fête. On a des éclairs qui tombent au sol, qui creusent un trou béant. Et là, de ce trou béant, on a des âmes qui sortent des enfers. Et ces âmes, en fait, poussent en avant une croix faite d'aviron, comme la scène du début du film. Et on a un Jésus, blackface encore, à qui on a peint le visage en noir, qui, la scène d'après, se transforme en Karras. Et on voit que c'est Karras, en fait, qui est attaché, qui est là, qui souffre, qui appelle à l'aide. Kinderman ne peut rien faire. Et en fait, c'est Karras qui est censé être en train de souffrir aux enfers, puni d'avoir aidé Regan. Et c'est là qu'on a un twist parce que le père Morning n'était pas mort. Enfin, c'est pas un twist, mais on a un petit retournement de situation. Le père Morning n'était pas mort. Il a traîné jusqu'à une croix qui était là, sur le côté, pas loin de sa main, éclairée par une petite lumière divine. Il arrive à choper la croix, il appelle le démon, il fait Damien. Le démon se tourne, oublie Kinderman 2 minutes, se tourne vers Morning et Morning lui fait Damien, reprends le contrôle, ne te laisse pas avoir. Tu peux te battre, bats-toi contre lui, tu vas terrasse-le, combat-le, quoi. Et là, on voit un effort de chez Karras, donc ça tremble un peu, et il y a un moment donné, il arrive à vaincre, en fait. Donc il y a Pazuzu qui perd le contrôle, donc Karras reprend le dessus, il se tourne vers le flic Kinderman, qui tombe, du coup, il se retourne vers lui, il fait « Bill, maintenant, tue-moi !» Kinderman ne se fait pas prier, hein. Donc il vide son chargeur sur son ami. J'aime bien parce que il arrêtait pas de dire c'est son ami. Donc il vide son chargeur sur son ami. Donc là c'est plié. Alors apparemment le démon peut ressusciter un corps dont on aurait éclaté le cerveau, défenestrer, casser le corps à travers des marches d'escalier, mais par contre des balles, là c'est la limite, il faut croire que c'est la limite. Donc
Kharas va mourir, donc le démon perd le contrôle. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que maintenant Kharas est affaibli. Je pense que là, mourant, le démon a encore plus de force pour reprendre le contrôle et au moins partir en beauté en insultant tout le monde en fait. Mais non, Morning est mort, Kharas est en train de mourir, mais c'est bien Kharas qui a repris le dessus. Kharas qui, si on y pense vraiment, c'est suicidé là quand même. Il a demandé à ce qu'on le tue, donc c'est un peu du suicide quand même. Donc je sais pas où il va, mais je suis pas sûr que ce soit le paradis. Toujours est-il qu'il dit à Kinderman, on a gagné Kinderman. Bill, il l'appelle Bill. Il dit, on a gagné Bill, on a gagné. Tue-moi maintenant. Donc il l'achève, il lui met une balle dans la tête. Kinderman qui libère ainsi son ami, qui lui donne enfin le repos, un drôle de repos. Et la scène finale, c'est, on va le voir, au cimetière avec Atkins, son adjoint. Et là, ils sont en train d'enterrer réellement le corps, le véritable corps de Kharas. Je ne sais pas comment ils ont pu expliquer ça d'ailleurs à l'hôpital. À l'hôpital, la scène quand même, c'est un flic qui vient de vider son chargeur sur un patient qui était ligoté. Il était menotté, enfin, il était pas menotté, mais il avait la camisole de force en fait, Kharas. Il avait la camisole de force et il était enchaîné à un banc. Donc la scène, c'est un prêtre mort, complètement écorché vif, avec sa peau collée au plafond, et un flic qui a vidé son chargeur sur un malade qui était camisolé. Je ne sais pas comment il est sorti de là, Kinderman. Parce qu'il a pas pu leur dire c'était un démon, il y avait pas Zouzou, machin, non. Donc, facilité scénaristique de la part du film, on retrouve tout simplement Kinderman en train d'enterrer Kharas, et là il est content. Kharas a enfin le repos qu'il méritait. Donc le livre n'a pas eu à avoir cette discussion-là, vu que le livre, en fait, à aucun moment, Kinderman ne vide son chargeur sur Kharas. Le père du tueur Gémeaux meurt, et à ce moment-là, le tueur Gémeaux perd toute raison de commettre plus d'atrocités. Donc il préfère se laisser mourir. C'est tout simplement ce qui se passe. Alors s'il accepte de partir comme ça veut bien dire que son délire sur la mort, la mise à mort, qui est une sorte d'art qu'il aime bien exercer, finalement c'était de la soupe ça. Ce qui l'intéressait, c'était son père. Son père n'étant plus là, il n'a plus envie d'être là, donc c'est pas tuer qu'il voulait, c'était humilier son père. Alors que Pazuzu pourrait lui dire, mais attends, on commence à te laisser mourir, tu m'en dois une, donc tu vas continuer, machin, mais bon, on n'a pas du tout ça, Ça aurait été marrant d'ailleurs que le tueur Gémeaux se retourne contre Pazuzu parce que ça y est, il n'a plus de raison de faire ce qu'il a toujours fait. Donc là, il veut juste la paix, il veut partir, et c'est peut-être littéralement lui, peut-être qu'il demande à Kinderman de le tuer, parce qu'il ne veut plus faire ce qu'il a à faire, parce qu'il n'a plus de raison de se venger. Voire peut-être qu'au contraire, il veut retrouver son père en enfer pour continuer à lui foutre sur la gueule, en fait. Ça aurait été beaucoup plus intéressant déjà. Non, c'est Kharas qui demande à Kinderman de lui donner la paix, et Kinderman lui met une balle dans la tête. Kharas, il aura tout bouffé, et il fallait qu'il finisse sur une balle sur la tête. Voilà. Son destin est horrible, à Kharas. Donc voilà comment se termine le film. Alors la théorie que j'avais trouvée intéressante dans le livre, qui donnait une autre lumière à tout cela, c'est que Kinderman, pendant tout le film, se pose la question de l'humanité, de qu'est-ce qu'est l'homme, qu'est-ce que l'énergie, la lumière, qu'est-ce qui nous donne... Alors, Lucifer, justement, est censé être le porteur de lumière, de l'énergie, donc de lumière. Donc Lucifer, l'ange tombé des cieux, l'ange déchu. Kinderman, donc par une théorie complexe que je ne vais pas tout répéter ici, en tout cas, c'est l'idée de Kinderman. Pour lui, c'est cette théorie qui donne du sens au monde, qui donne du sens à toutes ces atrocités, à tous ces crimes, à tous ces meurtres, à toute cette laideur dans le monde. La seule manière par laquelle ça peut avoir du sens, et que Dieu reste complètement impassible par rapport à tout cela, qu'il n'aide pas son fils, si l'homme est le fils donc de Dieu, enfin l'homme est la créature de Dieu, et que Dieu laisse faire ces atrocités, ces horreurs, laisse des innocents mourir, laisse des innocents souffrir, la seule façon, et donc finalement Kinderman à la fin du film retrouve une sanité d'esprit un peu, enfin il retrouve une certaine joie de vivre, parce qu'il semble avoir résolu ce mystère, le mystère de la souffrance de l'homme sur Terre, qui pour lui n'a aucun sens. Alors il parle de la création comme étant une entité, invisible, une force comme ça qui pousse des choses, qui évolue, mais qui au départ était une. Et donc tout a commencé avec, alors il dit pas le terme de Big Bang, mais il parle en tout cas d'une chute, d'un chaos total. Le début des temps est la création de l'univers quand l'individu, donc la chose qui est une, donc au début la chose est une, s'éclate pour devenir légion, en donnant naissance à l'humanité. Et il précise que Dieu ne peut pas intervenir du coup, vu que cette entité-là, l'évolution, c'est tout simplement cette entité qui se restructure d'elle-même, qui essaie de retrouver, de trouver une certaine stabilité peut-être. Mais tout vient d'une seule et même entité. Donc pour faire simple, une entité originale au départ, qui éclate, la chute, le chaos, qui s'éclate en légion, et toute cette force, toute cette énergie, subissant une sorte d'évolution dans laquelle Dieu n'a rien à faire, en fait. Et donc Kinderman explique cette théorie à Atkins, son adjoint, et il dit, mais du coup, vous devinez, quelle est donc cette entité, quelle est donc cette entité qui se restructure, qui évolue? Donc nous, en fait, tout simplement, et Atkins lui fait, non, je vois pas quelle est cette entité? Il fait, c'est Lucifer. C'est nous, l'ange déchu. C'est nous, le porteur de lumière. Nous sommes le porteur de lumière, nous sommes Lucifer. Je trouvais cette théorie assez drôle. C'est un sacré twist et c'est limite là que le film aurait dû commencer. On commence avec la théorie comme quoi, en fait, ceux qui croient être les hommes, dans cette fameuse histoire là de l'ange, donc
tous les anges qui doivent se prosterner devant la dernière création de Dieu, donc une créature de boue, et il y a un ange qui est trop fier, qui refuse et qui est exclu, donc qui échoue, que l'humain, en tout cas celui qui est dit humain, ne soit autre que le descendant de cet ange-là. Et donc que tout ce qu'il vit ici n'est que le résultat de sa chute, et que Dieu ne s'en mêle pas vu qu'il a choisi cette voie, il a choisi la fierté, il a choisi l'orgueil, il a choisi son ego au-delà de l'humain, de la dernière création de Dieu. Et que cette création-là soit en train de jubiler justement dans le jardin d'Éden, tranquille, pépère, alors que toute l'histoire qui suit avec la punition, le serpent, blabla, en fait non, que ce soit juste quelque chose concernant Lucifer. Le film devrait commencer par là. L'humain soit le produit de l'ange déchu, soit lui-même l'ange déchu, concrètement. Et qu'il essaie de retrouver, non pas son humanité, mais le pardon pour retrouver plutôt son statut d'ange. C'est plutôt ça, qu'il retrouve son statut d'ange. Je trouve qu'avec un scénar pareil, on aurait pu avoir un bien meilleur film. C'est là-dessus que le film aurait dû commencer. Ça aurait été un film existentiel, en fait. Et finalement, Pazuzu n'est autre que le frère, n'est autre qu'un frère ou un cousin bizarre de l'homme. Ça reste un démon, ça reste sa création. Donc, les démons, les petites entités démoniaques sont avant tout le fruit du démon. Donc, ce qui donne encore un autre retournement de la chose, où Pazuzu serait une création purement humaine, qui vient non pas qui n'est pas du tout un instrument de vengeance externe à l'homme, mais qui est une création de l'homme, qui agit sur l'homme. Je trouve ça beaucoup plus fun. Et donc des entités malveillantes, ou en tout cas des personnages aussi malveillants que le tueur Gémeaux, n'est autre qu'une sorte de démon à lui tout seul, si on le juge par ses actions. Pazuzu n'est pas forcément pire, Pazuzu s'en prend à des enfants, il les possède, histoire de désespérer toute une famille. Le tueur des Gémeaux, qu'est-ce qu'il fait ? Il a tué des enfants, le tueur des Gémeaux. Il les ouvre, il les égorge, il leur coupe la tête, il les remplit de chapelets, enfin, il fait des trucs, quoi. Il n'est pas si éloigné du démon Pazuzu, il n'est pas forcément plus flippant ou plus néfaste. Hein. Pazuzu, en une décennie, a possédé 2 personnes. Hein. Reagan, d'après le film. Reagan et un prêtre. Le tueur Gémeaux en a fait beaucoup plus. A été beaucoup plus efficace. Faut le reconnaître. J'aimais bien cette théorie sur laquelle finit Kinderman. Donc, l'humain, qui se croit humain, n'étant autre que le descendant de Lucifer, et que c'est lui, en réalité, l'ange déchu, l'ange puni. Et que sans le savoir, ce qu'il essaie de regagner, ce n'est pas une humanité ou un pardon au paradis avec une vie éternelle, blablabla. Non, il a déjà eu cette vie éternelle. Il l'avait déjà, et tout ce qu'il peut récupérer à la rigueur, c'est son statut d'ange. Je trouvais ça drôle. Donc voilà, donc un film un peu faible, faut quand même le reconnaître. C'est sympa de savoir un peu ce que sont devenus nos personnages principaux du film 1. Mais déjà, ils n'y sont pas tous, donc bon, ça va pas trop, ça vole pas forcément haut. Le film a raté sa suite. C'est mieux que la première proposition de suite qu'on a eue pour l'Exorciste, mais clairement, il aurait mieux valu se focaliser sur, à la rigueur, une aventure du père Dyer et de Kinderman, plutôt que d'essayer à tout prix de créer des clins d'œil forcés envers le 1. Le film s'est perdu. Il s'est perdu en chemin, il a trop essayé d'être le 1, sans doute à cause du succès du 1, mais ils n'ont jamais réussi à reproduire ce succès, parce que ça en fait finalement qu'une pâle copie. Et ils ont vidé le livre de tout ce qui la rendait intéressant, donc toute la discussion existentielle de Kinderman nous passe complètement à côté, alors que c'est ça en fait qui fait tourner le bonhomme. Et c'est le bonhomme le personnage principal ici, c'est certainement pas Pazuzu. Bon, on a des scènes marrantes dans l'hôpital avec le patient de la chambre 11 et ses crises et ses délires. On a quelques scènes aussi drôles avec Daya qui disparaît trop tôt dans le film. Et c'est là vraiment que je pense que le film s'est complètement perdu aussi, c'est que ne pas exploiter Daya au-delà de cela et juste de faire crever de cette manière au tout début du film, après avoir établi son amitié avec Kinderman, ok, c'est censé motiver Kinderman, mais concrètement, Kinderman ne peut rien faire dans cette affaire. Dayar était le mieux placé pour faire cet exorcisme. Alors peut-être à sa façon en plus, vu que Dayar est un plaisantin, un taquin, il est un peu rentre dedans. Il ne l'aurait pas fait en lisant juste la Bible. Hein. Il aurait pu parler au tueur Gémeaux. J'imagine vraiment une scène super intéressante entre ce tueur Gémeaux, censé posséder Caras, face à Kinderman et à Dayar. C'est beaucoup plus intéressant, parce que une fois qu'on se rend compte bien sûr qu'il s'agit d'un démon, d'une entité démoniaque, Kinderman ne peut rien faire. Donc c'est là qu'ils sont obligés de nous envoyer un prêtre, le père Morning, qui sort de nulle part et auquel on n'est pas attaché du tout, parce qu'on ne le connaît pas. Il apparaît 2 fois dans le film. Et il n'a pas du tout le charisme de Mérine. Mérine aussi apparaît que 2 fois dans le 1. Mais Mérine a du charisme. Mérine, on le voit, enfin, déjà, le contexte dans lequel on le voit, il est pas dans sa chambre en train de prier Dieu et tout d'un coup, il voit des signes avant-coureurs qui font qu'il doit aller exorciser. Non. C'est un prêtre qui est un peu hors des sentiers battus. C'est un prêtre qui est en Irak en train de faire des fouilles archéologiques. Et il tombe sur une créature démoniaque qui sait qu'il faudra qu'il la retrouve dans son pays. Donc il revient dans son pays d'origine pour venir confronter ce démon. Il sait que ce démon l'attend, il y va. On ne refait pas un personnage pareil, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de refaire un Mérine numéro 2 avec l'autre qui débarque dans un hôpital comme s'il était chez lui et qui... Donc déjà, il y a toutes ces incongruités-là qu'on doit mettre de côté un peu. Donc comment un prêtre peut rentrer comme ça dans un hôpital, aller dans un pavillon super bien gardé, rentrer malgré tout et faire un exorcisme.
Ça ne marche pas non plus. Donc même si on ignore tout cela, ce prêtre apparaît vite fait. Il n'a absolument pas le charisme que Mérine a eu en rentrant chez les McNeil et en les prenant tous un peu sous son aile. Hein. C'est juste par sa gentillesse et par ses petits traits d'humour. Non, là on a un prêtre avec un balai dans le cul qui arrive et qui commence à lire sa Bible et qui calcule rien du tout, qui n'a pas peur, qui n'a pas d'émotion. C'est difficile de s'attacher à lui. Mérine était malade, mourant, et malgré cela, il avait du courage. Et c'est ça qui le rendait appréciable, ce personnage. Et les quelques mots qu'il a eu face à Caras, cette certitude qu'il a des choses, mais tout en comprenant la faiblesse de l'homme, avec ce petit moment où il se confie et confie lui-même sa faiblesse, ça l'a rendu attachant, en quelques lignes seulement. À côté, on a Morning qui débarque, il n'a pas peur, il a les cheveux blancs, mais il se pisse pas dessus, il arrive, il est chaud. Il enchaîne et ce n'est même pas un combat d'esprit. Pazuzu commence d'abord à essayer de le perturber, mais il ne peut pas le saisir, Pazuzu. Il ne peut pas saisir sa prête, donc obligé qu'il passe au plan B, c'est-à-dire l'envoyer contre le mur. Parce qu'est-ce qu'il fait, Pazuzu? Pazuzu, sa force, c'est de déstabiliser les gens. C'est de les déstabiliser psychologiquement, d'attaquer, de donner des termes, etc. Il pouvait le faire avec Mérine, parce que Mérine, effectivement, c'est isolé de sa hiérarchie. Mérine s'est barré en Irak, il fait ses missions solo. Et on sait dans le livre, même si ce n'est pas dit dans le film, on sait qu'il a écrit des choses qui lui ont un peu mis une partie de l'église sur le dos, tout cela. Donc, Pazuzu l'attaque sur ce point-là. Pazuzu lui dit que c'est un homme fier. T'es là, tu fais ton humble, tu fais le fils de Dieu, tu la joues humble, mais tu n'es pas humble. Tu te crois au-dessus de tout le monde, retourne donc sur ta montagne, là, et croise-nous tous, voilà, et crache sur nos gueules. De toute façon, on est que de la merde à tes yeux. Cette attaque est crédible. Mérine, et effectivement, le dit d'ailleurs à un moment, il se confie en disant qu'à un moment, il n'aimait plus l'homme à travers sa faiblesse, et qu'il a eu une crise de sa propre foi, et finalement, il a compris que non, ok, je peux me mépriser, mais je vais utiliser ma volonté pour dépasser cela. Quand il dit qu'il a enfin compris qu'il ne s'agissait pas d'aimer, de se forcer à aimer, mais de se forcer à dépasser l'amour, la haine ou le mépris, en fait, tout simplement. De ne pas calculer ça et d'avoir son action, sa volonté qui lui dit juste, je vais essayer d'aider l'autre. C'est ça la conclusion de Mérine. C'est là qu'il devient le prêtre qu'il est, et c'est là qu'il vient exorciser et faire juste son devoir. C'est là qu'il ne se laisse pas troubler par un Caras qui doute, et qui commence à lui dire, ouais, mais il y a 3 entités, il y a machin. Il fait, non, il y en a une, on y va, on fait notre boulot, c'est tout. Il est devenu volonté, si on veut. Mais voilà, avec cette faille-là, qui en a fait l'homme qu'il est, sa force vient de cette faiblesse. Et Pazuzu essaie d'attaquer cette faiblesse. Lui parle donc de son côté supérieur, du fait que voilà, qu'il n'a qu'à se pencher, on va lui baiser le cul. Voilà, c'est intéressant. Morning, on ne sait rien de Morning. On ne sait pas. Donc, je ne sais même pas comment Pazuzu... Donc, Pazuzu ne peut même pas réellement l'attaquer, concrètement. Donc, Pazuzu commence juste à l'insulter, des petites insultes à la con, même pas du niveau des insultes du premier film. Et bien sûr, ça ne marche pas. De toute façon, l'autre n'écoute pas. Donc, ça ne marche pas, et on ne sait même pas par quoi il pourrait l'accrocher, encore une fois, je me répète. Donc, il finit par passer au plan B, qui consiste tout simplement à lui bastonner la gueule. Donc, il l'envoie contre le mur, il l'envoie au plafond, il commence à le déchiqueter de tous les côtés, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, de toute façon? Et ensuite, ça, à la rigueur, il le fait un peu mieux avec Kinderman. Parce que quand Kinderman arrive, il le colle au plafond, commence à lui parler du fait que, alors, j'ai fini par te faire croire, hein, ton incrédulité, ça y est, c'est bon, elle est tombée, quoi. Parce que Kinderman, qui ne croit pas aux démons, qui ne croit pas au diable, qui ne croit pas à tout ça, et Pazuzu, fier comme il est, qui voudrait que le lieutenant arrive à reconnaître au moins son existence, pourquoi pas, par fierté, pourquoi pas. Et ensuite, il lui montre Caras qui souffre, Caras qui était censé être son ami, ah, t'as vu ton ami, hein, je le fais bien, ah, il douille là, hein, je le fais bien douiller là, hein, t'as vu. Pourquoi pas. Donc ça marche sur Kinderman, pas sur le prêtre. Donc le prêtre, encore une fois, ne sert à rien. Caras aurait pu très bien reprendre le contrôle sans l'intervention du prêtre. Il aurait pu reprendre le contrôle, demander à Bill de lui tirer dessus, parce que peut-être que Bill lui aurait rappelé quelque chose, j'en sais rien. Ça aurait été mis avec derrière à côté quand même, qui lui sort une petite blague par rapport au 1 à la rigueur, et là ça le fait craquer, il ressort à la rigueur. Bon, je vais pas y passer des heures, hein, mais clairement, voilà, ce film a ses limites, il s'est trompé de personnage, il s'est trompé d'histoire, il a essayé de refaire l'Exorciste 1, mais au final, c'est plutôt un Exorciste Echo Plus, en fait, donc c'est avec d'autres personnages. Il a essayé de refaire le 1 avec d'autres personnages. Ça ne marche pas, ça, parce qu'on passe notre temps à repenser au personnage du 1 et on préférerait revoir le 1 à ce moment-là. Donc, c'est un peu bête de faire ça. Mais encore une fois, je ne vais pas complètement l'incendier, vu que, comme je dis, c'est quand même une meilleure proposition de suite que la première suite qui a eu lieu après l'Exorciste. On a eu une autre suite qui était une bouse infernale, hein, donc au moins on a ça, pour se dire que c'est ça la suite officielle. Voilà. Donc, à regarder ou pas, je pense que ça change pas grand-chose, hein, mais bon, moi je l'ai vu. Voilà.